T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Yippee-ki-yay, pauvre con. Nous, les nains, nous sommes des Splinter. Les princes de la cuite. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Enculé de ta race! On a fait comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Alors bonne chance, Jean Jérôme! Le slip. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Salut. Bienvenue sur le Slip, le super limite et irrévérencieux podcast. Un petit rappel du concept de l'émission avant de présenter les acolytes. On est ici ce soir pour prendre un thème et voir comment il se décline sous différentes formes et formats culturels, en l'occurrence le cinéma, la littérature, la musique, la bande dessinée et les jeux vidéo. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ce concept, je vous recommande vivement de réécouter plusieurs fois tous les épisodes précédents afin de bien vous imprégner de ce concept. Et vous verrez également que nous commençons toujours par un quiz sur le sujet et que nous avons enfin une rubrique intitulée La Pastille, parce que pourquoi pas, qui traite d'un sujet qui n'a rien à voir avec le thème abordé, parce que pourquoi pas. Voilà. Alors ce soir, nos chers et fidèles auditeurs se rendront compte que c'est un peu spécial parce que je parle, mais je ne suis pas Pedro. Pourquoi ? Parce que pour ce beau mois de décembre, nous allons parler de Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day. T'as de la chance qu'on soit à distance. Ça les chante bien. This year, putain, il continue. save me from Putain, il a continué. Mollusque fait quelque chose, tu es le seul à être en présentiel, tu lui en colles une. Ouais, non, ça va. Ouais, tu l'as. Arrête-le. Vous avez bien compris, ce soir on va parler du génocide arménien. Donc, quatre experts réunis autour de cette table. Communauté turcaso. Moi, j'ai bossé le conflit israélo-palestinien, moi. Ah Pas merde, sur on mon t'a pas truc, dit. Moi j'étais sur le génocide rwandais, désolé. En tout cas, en principe, ils ont préparé et épluché le sujet pendant des semaines. Donc, alors, je vous les présente. Commençons par le plus fidèle des compagnons d'armes. Tous les ans, le petit Papa Noël, quand il descend du ciel, place habituellement sous son beau sapin des gros culs de démons à beauté par milliers. Je veux bien entendu parler de toi, Mollusque. Bonsoir, ô vénérable Mollusque. Doom, fucking Doom. Ça va sinon ? Bah ça va, tranquille. Ouais, nickel. Pour rester dans la violence et dans les références vidéoludiques, sachez que si certains arborent encore fièrement leur vieille version PS1 de Tony Hawk Pro Skater, nous avons Pedro Tweet Pro Hater. Bonsoir Pedro. Oh, tu m'as lu récemment, toi, t'as vu que j'étais chaud en ce moment, non? C'est ça. Ça va du coup ? Ouais, ça va, je vais bien. Nickel. Je confine en Bretagne. Ouais, et puis tu te transformes en nain de Blanche-Neige surtout. Alors, la semaine dernière, des gens dans un autre podcast beaucoup plus sympa que vous m'ont dit D'Artagnan, j'ai préféré, mais pourquoi pas, ok. Ouais, je te pensais plus en Hatchoum, mais bon, d'accord. Dans l'ombre de l'antre de Maître Dodu travaille un gros glandu, héritier sans scrupule du père Ducras, qui branle des dindons sans vergogne toute la sainte journée. Il est ici question de Chacha. Bonsoir Chacha. Putain, je savais pas qui c'était en vrai. Tu sais pas que j'allais revenir. Ça va ? Bah du coup moi aussi ça va. Ouais, j'ai deux bons trucs qui. Bah alors, déjà, j'ai validé mon CDI, mais ça c'est pas la plus grande nouvelle. Le plus important c'est dans Assassin's Creed, j'ai changé mon cheval en licorne et ça c'est trop cool. Ça c'est pas faire truc. Ça a l'air génial. Putain, il y a vraiment des DLC pour ça. C'est trop bien. Le mec il met son CD au Je deuxième. pense pas que. T'as mis ça sur ton CV? Je suis même pas sûr que ça soit un DLC, Molly. C'est pas un DLC, je pense que c'est prévu à l'origine. Putain de merde. Il fait. Au niveau de ses pas, il y a des arcs-en-ciel, c'est magnifique. Eh ben. Enfin, parmi nous, un type tellement vieux que quand on parle de vieux adages, en fait, c'est lui qui les a créés. Il est également maître de l'approximation, souverain de la caste des Jean-Michel à peu près et recordman des chroniques à rallonge. Bonsoir, Pépé. Oh putain. Ah, dans tes dents. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va ? Donc Angelo, il avait envie de se mettre en colère. Ça allait mieux avant la présentation, là j'ai envie de pleurer. Là. À peu près, j'ai à peu près envie de pleurer. En tout cas, bon, alors, à épisode spécial, concept spécial, vu que vous savez que niveau rigueur, je suis pas la moitié d'un nazi et que manque de bol pour vous, c'est moi le maître du temps ce soir. Pour m'assurer que ces branques respectent enfin le format de ce podcast, j'ai déniché une sanction dont je suis particulièrement fier. Donc, en fait, toute chronique dépassant les 10 minutes se verra immédiatement coupée par une alarme d'un morceau de Jean-Luc Lahaye en duo avec Patrick Hernandez. Initialement prévu... Tu sais que... je vais faire...
Pile le soir. Même si j'avais pas prévu de parler de plus de 10 minutes, mais je vais faire bien plus que ça pour l'avoir. Ah, pareil. Vous êtes pas prêts, les gars, vous allez prendre cher. En tout moi, cas... tant que Jean-Luc Lahaye est pas derrière moi, ça va. Et tant que je vois ses mains, ça va. T'es trop vieux pour lui, t'es beaucoup trop vieux pour lui. Ça va filer du pour une fois, la mère de la batte, elle va pas moufter. Et mon père, il était charron. Bon, et ben on attaque. Donc vous avez bien compris qu'en fait il s'agit de Noël. Hein. Il s'agit pas du génocide arménien. Ah, j'étais en train de réécrire ma chronique. Okay. Mais on était. Je crois que ça va du coup le préciser quand même. Ah, des fois vous gourriez de fiches, je sais pas quoi. Pépé, est-ce qu'on t'écoute pour l'introduction? Allez, est-ce que vous êtes prêts à m'écouter? C'est parti. Oui. Allez, c'est parti les enfants. Oh, 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 oh. Je suis le Père Noël. Bonjour à tous. Dites-moi les enfants, n'avez-vous rien remarqué depuis le mois de septembre? Peut-être n'avez-vous pas fait attention aux panneaux publicitaires animés et aux affiches au format A0 sur votre chemin? N'avez-vous pas entendu la publicité à la radio ni vu les spots à la télévision? Et les guirlandes qui s'illuminent en centre-ville dès le mois de novembre? Alors vous étiez diablement bien confinés, je vous félicite. Mais malgré cela, n'avez-vous rien senti dans l'air? Je ne parle pas des relents de putréfaction du cadavre d'Halloween, cette fête totalement oubliée, abandonnée et donnée en pâture aux morts vivants, écrasée qu'elle est entre la rentrée des classes et la Noël. Et oui les enfants, fermez les yeux, humez l'air, tirez la langue, hop, c'est ma bite. Mais non, je plaisante. Je plaisante, ce qui plane dans l'air, c'est la magie de Noël les enfants. Ce qu'on appelle... Oui, papa. Oui, c'est bien, vous êtes attentifs les enfants. Ce qu'on appelle la magie de Noël, c'est l'un des ancêtres du teasing. C'est l'art de faire monter la hype. En français, l'art de donner l'eau à la bouche, de faire monter la mayonnaise en créant du désir. La période de Noël, c'est parfois aussi un peu comme au cinéma. Prenons comme exemple Star Wars épisode 7. La bande-annonce était palpitante. On rêve de passer le réveillon à piloter le Faucon Millennium aux côtés des tontons rigolos Han Solo et Chewbacca, ou à manier enfin le sabre laser avec la belle sœur Leia en bikini métallique. Et finalement, on se retrouve assis à la table des enfants, à manger du porgue trop cuit, entre le cousin relou Ben Solo en pleine crise d'adolescence et la petite dernière, la sale peste Rey Palpatine. De toute façon, on l'a trouvé dans une poubelle, celle-là. Ouais, on t'a adopté. Ouais, t'es pas vraiment ma vraie sœur. Allez, dégage. Bref. Vient le moment de faire les cadeaux. T'as spoilé des films? Un truc de dingue. Un petit spoil. C'est l'épisode 7, il y a le droit de spoiler. Bref, difficile de garder le sourire quand vous découvrez votre sabre laser tant convoité, tant espéré. Même pas la couleur que vous aviez commandée. Pile non fournie, cassée en deux. C'est Papy Skywalker complètement cuit qui s'est vautré la gueule dessus. Et c'est là qu'intervient la magie de Noël. Elle est là pour nous permettre d'oublier comment ça s'est passé l'année dernière, nous convaincre que c'était pas si mal, et nous persuader que cette année ça va être fantastique. Ou pour d'autres, au contraire, nous rappeler comme c'est jouissif. Personnellement, j'adore me péter le bidou en famille. Donc les publicitaires jouent donc un rôle important dans la période de Noël, mais il n'y a pas que, et heureusement. Il y a également la pop culture, qui nous inonde d'œuvres durant cette période. C'est ce qui nous fait rêver depuis notre enfance, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a la musique, bien sûr. Rien que d'entendre la voix suave de Mariah Carey, on a envie de lui crever les ballons à cette greluche. Pardon. Tino Rossi, voilà. Tino Rossi. Ou un simple carillon. Rien que d'entendre un carillon, on ressent le vent d'hiver souffler dans nos cheveux et le doux froid de la neige nous tomber sur le bout du nez. On a envie de se laisser bercer. Les dessins animés, à foison à la télé, à regarder sous un plaid en se goinfrant de sucreries. Et puis les films de Noël, bien sûr. À regarder en famille, au coin du feu avec un bol de chocolat bien chaud, ou seuls, nous, nus sur une peau de bête, à savourer un bon vin chaud. Okay. Ces œuvres, elles sont... et pourquoi pas Ces œuvres, elles sont plus variées qu'on pourrait le croire. Il y en a pour tous les goûts. De l'humour bon enfant, Maman j'ai raté l'avion, Le Père Noël est une ordure, de l'amour avec Love Actually, de l'action, Piège de cristal, de l'horreur avec Christine, de la guerre avec Joyeux Noël, de l'animation avec L'étrange Noël de Mr. Jack. Bref, vieille et intemporelle ou actuelle et éphémère, souvent convenue et sans surprise, mais parfois mémorable, gravée à jamais dans nos mémoires. Nous vous avons fait une petite sélection pour vous aider à faire les bons choix. C'est un petit peu le Slipcast Christmas Seal of Approval.
Désolé pour l'accent, Angelo. Car c'est aussi et surtout ça, Noël, la solidarité et le partage. On vous aide à passer de joyeuses fêtes de fin d'année. On vous offre ce podcast. Voilà, messieurs. Oh, c'est bon. Wow. Superbe film. Quand je pense que la plus complète. Ouais, je la trouve vraiment cool. 10 secondes de plus si on avait le droit à Jean-Luc Lahaye, je suis dégoûté. Ouais, par contre. C'était peut-être un peu long. J'étais prêt à dégainer Jean-Luc Lahaye. Ouais. Il Ah était merde, pas dégainé. j'aurais bien voulu l'avoir dès le début de l'émission. Non, c'était complet, j'ai bien aimé, moi, c'était complet. Bon, et ben très bien. Bah, dans ce cas-là, on va pas niaiser longtemps. On va enchaîner avec le quiz de Chacha. Oui. Allez. Yes. Let's go for the quiz. Allez, jingle. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille? Alors, donc, Noël, qu'est-ce que c'est Noël? C'est surtout plein de films. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, je vais vous poser plein de questions sur des films, à chacun votre tour. Mais pour savoir quel ordre on va avoir, je vais vous poser une question où il va falloir me donner un chiffre. Et celui qui sera le plus près commencera, le deuxième, etc. Ça fera un ordre au moins de passage, quoi. Attends, j'ai la bouche pleine. Question, donc pour commencer. Oh là là. Ouais, il a ouvert la bouche pour Père Noël. Ça y est, c'est bon. Okay. En plus, t'aurais pu fermer ta gueule et me laisser dire la question et finir de bouffer. Mais j'étais pas sûr d'être dans les temps. Non, t'inquiète. Alors, en millions de dollars, de combien a été la recette au box-office de Die Hard, aussi appelé Piège de cristal, dans le monde, sachant que son budget était de 28 millions de dollars. Est-ce que, Pépé, t'as un chiffre à me donner? Alors ça se passe comment? Je donne un chiffre et puis si j'ai pas bon, c'est quelqu'un d'autre. Ça sera celui qui sera celui qui sera le plus près. C'est juste une question des plus près. Ah ok, d'accord. Sachant que c'était 28, ça a dû exploser. Je dirais 100 millions de dollars. Donc on va dire. Du coup c'est 100 parce que je dis en millions de dollars parce que je me suis pas fait chier avec les chiffres en dessous. Angelo, est-ce que t'aurais un chiffre à me donner? Bah tu vois, 100 millions de dollars, je trouve ça pas mal. Pour 28 millions, ouais, je dirais entre 100 et 200. Allez, on va dire 150 millions. 150 pour Angelo. Mollusque, est-ce que tu as un chiffre? Je vais te dire 120. Alors, 120 pour Mollusque. Et Pedro, est-ce que tu as un chiffre? Bah, je vais dire... c'est-à-dire qu'ils sont tapés pile dans là où je voulais taper, donc je vais dire 151. 151,3. Bah, vous tournez autour du pot en vrai. C'est 141 millions. Merde. Ce qui me fait Angelo. que ce sera Angelo qui est le plus près, suivi de Pedro. Ah, ça fait du bien. Suivi de Mollusque. Ah, il y a un classement. Et on finira par Pépé. Non, mais c'est juste pour l'ordre des questions. C'est juste pour ça. Et l'intellect aussi. Alors, vous aurez super score pour l'époque d'ailleurs, au passage. Hein. Ouais, c'était pas prévu. Ah oui, c'est énorme. C'est vrai. Vous aurez 4 questions chacun. Du coup, donc je vais vous dire qui va répondre à la question à chaque fois. Et si vous vous gourez, celui d'après peut quand même répondre à la question. Sauf si vous ratez tous les 4, il n'y aura pas de points, mais voilà. Et vu que c'est Noël, ce qui va changer, c'est que les points, vous n'allez pas les gagner, vous allez devoir les donner à quelqu'un. À chaque fois. Si Angelo t'as bon à la réponse, tu les donnes à quelqu'un. Et essayez d'aller vite quand même pour pas qu'on perde trop de rythme. Tu les donnes pas à Mollusque, hein, parce que je viens de le voir faire un signe là. Il a levé la main. Attends, on a le droit. Allez, on va commencer. Allez, on commence. Angelo, première question. Donc c'est que sur des films où Noël est présent dans le film. Ok. Quel acteur joue de multiples personnages dans le Pôle Express? Oh putain. Oh merde, putain, je vois le film. Allez, faut que ça soit rapide. Il y en a un qui a 5 la secondes. réponse, là. 5, 4, allez, 3, Jim Carrey. 2. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, Mollusque. Qu'est-ce que... non, Pedro, t'as la réponse ou pas? C'est Tom Hanks. Ouais, bah du coup, tu peux donner un point à qui tu veux. Eh ben, je le rends à Angelo parce que c'était la première, et il s'est raté sur la première, et c'est Noël, il faut être gentil. C'est trop mignon. Puis ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Tu me manques, Angelo. Ok, c'est malaisant. D'accord. Ok. On enchaîne. Deuxième question pour Pedro, du coup. Fini cette réplique du Père Noël est une ordure. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle n'a... Ah merde. Ah, j'en connais pas mal, mais celle-là, elle m'échappe complètement, je crois. Mais je vous en prie, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a...
Elle n'a pas de chance. Non. Mollusque, est-ce que tu as une idée? Elle n'a pas eu les mêmes chances dans la vie que tout le monde. Non. Pépé, est-ce que tu as une idée? Elle n'a pas été gâtée à la naissance. Non. Et Angelo, est-ce que t'as quelque chose? Non, non plus, non. Elle n'a pas un physique facile. C'est différent. Oui. Personne ne prend de point là-dessus. Troisième question, donc pour Mollusque. Allez. Qui joue le Grinch dans le film du même nom sorti en 2000? Jim Carrey. Yes. Tu donnes à qui le point? Bah, je te le donne parce que t'en auras pas. Sinon. Oh, c'est mignon, j'avais pas pensé à ça. Oh, merde, un point. Quatrième question pour Pépé. Comment s'appelle le premier long métrage d'animation original diffusé par Netflix, sorti en 2019 sur Noël? Putain, c'est pas facile. C'est pas vieux du coup en plus. Bon, je sais pas. T'as plein de films bidons comme ça. Super Noël. Non, c'est pas ça. Est-ce que Angelo, t'as une idée? Non, aucune. Ouais, je sais pas. Il faut sauver Noël. Non. Mollusque. Pedro, excuse-moi, c'est à toi, Pedro, de répondre du coup. Tu as dit animation? Ouais. Animation. Non, bah non, je sais pas. J'allais dire peut-être qu'ils avaient produit Santa et compagnie, mais c'est pas de l'animation, donc je sais pas. Ouais, non. Rudolph le chien. T'as une idée? Rudolph? Non, c'était Klaus. Ah, mais oui! C'est un très bon film d'animation. D'accord. Allez, deuxième question pour Angelo. Ouais. C'est à Noël que Lady est offerte à sa maîtresse dans La Belle et le Clochard. Oh, putain, mais quelle race de chien est Lady? C'est pas un cocker? Eh si, bien joué Angelo. Bravo. C'est ça. Tu donnes tes points à qui? À Pedro. Ah, ton point à qui? Ok, un petit point. Oh, il se touche les tétons, quoi. Ah, c'est mignon. Deuxième question pour Pedro, du coup. En quelle année est sorti Die Hard 2? Le premier sort juste à la fin des 80. Le 2 doit sortir 90 ou 91. 91. C'est pas ça. Du coup, Mollusque, est-ce que t'as une idée? 92? Non, c'est pas ça. Pépé, t'as une idée? 89. Non, Angelo, t'as une idée? Moi, j'aurais dit 93. Ok, c'était 90, vous l'avez tous pas dit. J'en ai pas. Merde, on laisse tomber, quoi. C'était sûr. Le premier sort en 88, le deuxième en 90, c'est... D'accord. Ouais, c'est un truc comme ça. Question pour Mollusque. À quelle époque se passe le film Joyeux Noël? Bah, à Noël. Bonne réponse. Non, pas... Non, attends, je veux te dire... Une époque historique, plutôt dans le sens historique. Oui, je jouais au con volontairement, mais... Moi, je dirais Renaissance. Au pif. Non. Du coup, Pépé, t'as une idée? J'hésite entre... je dirais la Première Guerre mondiale. Eh ouais, c'est ça, Pépé. Ah, mais c'est pas l'année. Moi, j'aurais donné l'année. Non, c'était à quelle époque? Oui, bah, si tu m'aurais dit 14, j'aurais compris. Ouais. T'as coupé ton micro, tu donnes à Pedro. qui ton point, Pépé? Ah oui, je vais le donner à Angelo. Ok, merci, cool. Ok. Vas-y, j'ai pas eu de point, moi. Question. Question pour pour Pépé. Question pour... Yes. Question pour Pépé. Qui est le 5e gardien dans le film Les 5 légendes, après Jack Frost, le Père Noël, la Fée des Dents et le Marchand de Sable? Oula. Alors, j'ai pas vu du tout, mais ok. Alors, la Fée des Dents... Est-ce que t'as dit le lapin de Pâques? Tiens. Eh ben non, c'est la bonne réponse, du coup. Oh, la classe. Du coup, tu donnes ton point. Allez, Mollusque. Ouais. Je savais qu'il fallait réclamer. Tu te plaignais. Faut toujours réclamer pour obtenir ce qu'on veut. Question pour Angelo. Ouais. Quel personnage joue Kurt Russell dans les Chroniques de Noël? Ah merde, il a fait un truc là-dedans, lui. Bah, le Père Noël. Ouais, tout simplement. Allez. T'es gratos, celle-ci. Tu donnes à qui ton point? À Pépé. Oui. Ok. Question pour Pedro. Qui a réalisé... non, excusez-moi, j'ai changé la question. Comment s'appelle le duo de braqueurs dans les films Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion? Les casseurs flotteurs. Eh oui, les bien castors. joué. Les castors flotteurs.
À qui tu donnes le point? Jérémy. Yes. Oh. Pépé. Merci bien. Pour Pépé pour les gens qui savent. Oui. Pépé. Question pour Mollusque du coup, pour que je me perde pas. Lequel de ces acteurs n'est pas dans le film Love Actually? Liam Neeson, Keira Knightley, Alan Rickman ou Kate Winslet? Bah, c'est Kate Winslet. T'as une chance sur 4. Eh oui, c'est ça. Oh merde, Bien joué. j'ai dit totalement piffé. Putain, la vache, la classe. Et en plus, c'est à qui tu donnes le point? On n'a pas le droit de te le donner, j'imagine. Ah bah non, ça va non. Bien sûr que non. Bah, je le file à Pedro, allez. Oui. Ok. Merci. Question pour Pépé. Yes. Qui joue le personnage principal dans le drôle de Noël de Scrooge? C'est le nom de l'acteur qu'il me faut. Le nom Nils Patrick Harris. Ouais, c'est pas ça. C'est ça? Ok. Yes. Ça m'est Non. revenu un petit peu. Non, c'est pas ça. Ah ouais, bon, non, bah, c'est Angelo. c'est Angelo. Est-ce que tu peux rappeler la question du coup? C'est qui joue le personnage principal dans le drôle de Noël de Scrooge? Oh la vache. Mais c'est pas Jim Carrey? Si, tout simplement. 2 fois Allez, partout la main noire. Angelo, tu donnes à qui? Tu donnes à qui le point? J'en ai donné à tout le monde. Mollusque qui me regarde. Non, moi j'en ai pas eu. J'en ai pas eu, moi. Je vais le donner à Chacha, comme ça il aura 2 points lui aussi. Je t'ai fait les yeux doux, mais ça n'a pas marché. Allez, dernier tour de questions, les gars. Angelo, comment s'appelle le jouet que Schwarzy tente de récupérer pour son fils, que son fils a commandé au Père Noël dans le film La Course aux jouets? Petit teasing pour de ce qui va nous raconter le petit Pedro après. Attends, je revérifie mes notes. Non, merde. C'est bien préparé. De mémoire, s'il te plaît, Pedro, essaye de faire de mémoire. Je pense à la si tu l'as pas, t'es vraiment un naze. Je pense à la Super NES dans Les Trois Frères, mais c'est pas ça. Ça doit être une mitraillette en plastique, un truc comme ça? Non, c'est un nom particulier. Pedro, qu'est-ce que c'est? C'est Turboman. Eh ouais, Turboman. Je me souvenais que c'était une figurine, mais j'arrivais plus à remettre. Tu donnes ton point à qui, Pedro? J'ai donné un point à Pépé, j'ai donné un point à Angelo, donc celui-ci, il est pour le Mollusque. Merci. Ouais. Dernière question pour Pedro. Comment s'appelle la ville où vit Jack Skellington, ou Pumpkin King en anglais, dans l'étrange Noël de Monsieur Jack? Oh là, je déteste ce truc, il me fout une angoisse pas possible. Ouais, mais c'est pareil. Du coup, j'aurais tendance à dire... alors c'est un truc genre étrange Noël de Monsieur Jack, ils sont tous morts, je dirais Morville ou Décéland ou... Non, c'est possible. Mollusque, qu'est-ce que tu sais? Dessin Perchéland. Alors attends, je sais pas, Halloween City. Ouais, je te le donne, c'est Halloween tout simplement. Pour ça, je te le donne. Okay. C'était quoi? Halloween. Ça gratte vraiment la tête, quoi. C'est la ville d'Halloween. Ok. Tu donnes à qui ton point, Mollusque? Allez, Pépé. Oui, merci. Ok. Dernière question pour Mollusque. Quel objet magique important et légendaire reçoit Harry Potter lors de son premier Noël à Poudlard? Un Nimbus 2000. Non. Non, c'est pas ça? Pépé, est-ce que tu sais? Le premier objet qu'il reçoit? Le premier objet magique et légendaire qu'il reçoit à Noël. À son premier Noël à Poudlard. C'est pas la cape d'invisibilité? Ouais, oui. Si, tout à fait, c'est ça. Oui, bien joué. Tu donnes ton point à qui, Pépé? Pedro, je t'ai rien donné, je crois. Allez, pour Pedro. Merci. Allez. Alors, la dernière question est pour Pépé, la toute dernière question de ce quiz. Et là, celle-ci, si tu l'as pas, t'es vraiment un naze. Trop violent. C'est quand même le Pas film de pression, les gars, pas de pression. Non mais... C'est quand même le film sur lequel tu vas causer après, donc... Ah merde, ok. On va voir si je l'ai bossé. Quelles sont les 3 règles à respecter quand on adopte un mogwai? Ah, facile. Donc on va parler des gremlins après. Alors, éviter la lumière, bien sûr. Éviter de les mouiller. Et éviter de leur donner à manger après minuit. C'est surtout ne jamais leur donner à manger après minuit. Faut bien dire le surtout. Ah oui, c'est la plus importante. Et c'est quand même une règle que je comprends pas parce que après minuit, en fait, c'est les 24 heures qui suivent. Du coup, c'est tout le temps. C'est tout le temps, ouais. Ah, tout le monde l'a fait, cette vanne, elle est tellement usée, quoi. C'est bon. Je sais pas. Moi, et du coup, tu donnes ton point à qui, Pépé? À toi, mon bon Charlie. Pour te remercier d'avoir fait ce bon quiz.
Et bah du coup, il y en a 2 qui sont derniers, c'est Angelo et Mollusque avec 2 points, et on est 3 à être premiers, donc Pedro, Pépé et moi-même. Du bon Et boulot. voilà pour le petit quiz sur les Nickel. films de Noël. Merci Chacha. Eh bien, on va enchaîner direct avec la course aux jouets de Pedro. On t'écoute. Et oui, et je pense que vous n'êtes pas Ah, prêts. c'est le film de Pedro. Et ouais. En tout cas, moi j'étais pas prêt. Je pensais que j'étais prêt, mais j'étais pas prêt. Ah. Comment Ouais. ça? Avoir Tu le l'as pas film? aimé? Eh ben en fait, j'ai beaucoup aimé ce film dans mon enfance. C'est pour ça que je l'ai choisi. Ouais. J'aurais pu choisir plein d'autres films parce que j'ai une petite liste de films cultes pour Noël, notamment les Home Alone. On en parlait en préparation de cette émission. Maman, j'ai raté l'avion 1, Maman, j'ai raté l'avion 2. Et puis il y a plein de films comme ça de l'enfance qui me reviennent, moi, qui me donnent envie à Noël, même s'ils traitent pas forcément de Noël. Par exemple, en ce moment, avec Antonin, on réfléchit très sérieusement à se refaire Denis la Malice. Voilà, il y a pas mal de... Voilà, les Gremlins, on en parlait à l'instant, voilà, il y a plein de trucs. Et moi, je me suis dit, putain, on parle jamais de la course aux jouets. Hook, pourquoi pas? Ouais, carrément, ça rentre totalement dans le délire. Ou alors, tout simplement, Die Hard, hein, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est un des meilleurs films de Noël qui existent. Mais j'ai choisi un truc un peu, tu vois, familial, un truc qu'on peut regarder avec les petits, avec les grands, et puis surtout dans mon souvenir, c'était sympa, mais c'était regardable par les petits et par les grands parce qu'il y avait un côté un petit peu touchy, un petit peu de baston et tout. Je pense que j'ai dû faire. Mais du coup, tu t'es pas posé la question de pourquoi on n'en parle jamais en fait? je pensais que tout le monde était passé à côté d'un truc génial et que moi j'avais vu la lumière, tu vois, au bout du tunnel, quoi. Et ben non, je suis plus con que la moyenne. Ah, tu l'as vu à quel âge la première fois aussi? Au moins tu t'en aperçois que t'es plus con que la moyenne, c'est déjà ça. Je sais pas, la première fois que je l'ai vu, Pépé, je devais avoir 7-8 ans. 8 ans, c'est ça, 8 ans, 9 ans quand il est sorti, puisqu'il est sorti en 96. Voilà. Donc c'est un film avec Arnold Schwarzenegger. Donc dans mon souvenir, Arnold Schwarzenegger, pardon, excusez-moi. Arnold Schwarzenegger, le gouverneur de Californie, on va l'appeler comme ça. Eh oui. Cassait des gueules en fait, et en fait bon, il en casse un peu, mais c'est vraiment vite fait. Je pense que j'ai fait un petit mélange avec Maman, je m'occupe des méchants, ou un truc où il fait du babysitting, où il est un petit peu plus subversif. Ah oui. Ouais. Voilà. Bref, j'ai fait un petit combo des deux. Quoi qu'il arrive, après l'avoir visionné, je me suis tâté à changer, et puis je me suis dit non, ce serait débile. Certes, c'est pas le meilleur film que j'ai vu de ma vie, certes, j'étais un peu déçu au revisionnage, mais j'avais très envie de le revoir parce qu'il m'avait marqué petit, et c'est ça qui est important. Il m'avait marqué parce que c'était quelque chose qui parlait de Noël, mais qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Noël, d'habitude, tous les films un peu Noël sont... soit clairement Noël est un prétexte, on en parle, mais il n'y a pas d'histoire typiquement autour de Noël. Soit quand il y a une histoire autour de Noël, c'est toujours une histoire un peu gentillette, un peu voilà. Ouais. Là, c'est clairement l'histoire d'un daron qui est vraiment nul à chier comme daron, faut le dire, qui a toujours pas acheté à la veille de Noël 2 cadeaux pour son gamin et qui se retrouve à devoir aller en chercher un en 4ème vitesse. Évidemment, je vais vous le pitcher un petit peu mieux que ça tout de suite. Mais c'était pour vous donner un petit peu le truc. Donc clairement, il n'y a pas de belle histoire, quoi. Évidemment, ça se rattrape, ça retombe sur ses pieds, puis un joli conte de Noël. Mais au départ, c'est un parent défaillant, quoi. Donc c'est pas joyeux. Voilà. Donc c'est un film. J'ai juste un souvenir sur une grande scène de ce film. Ah, je pense qu'on va en parler. C'est je pense que je vais en parler. Et je pense que c'est la scène qui m'a donné envie de le revoir. Et effectivement, cette scène n'a pas bougé, elle est bien. Je pense qu'on va y venir. Donc ne me spoil pas pour l'instant. Donc c'est un film de Brian Levant, sorti en 96, je vous le disais tout à l'heure, donc un film américain évidemment. Avec à la production, c'est à noter quand même Chris Columbus. Je le savais pas. Ouais, le futur réalisateur des 2 premiers Harry Potter. Exactement. Ouais. Donc, et le scénariste des Gremlins et des Goonies. Oui. Et c'est un film qui a rapporté tout de même quasiment 130 millions de dollars US au box-office, hein, 129,8 pour être précis. Et pourtant, c'était pas gagné. Je vais vous le pitcher un petit peu plus complètement maintenant. Alors, je prends des petites notes. Le film s'ouvre sur une immersion dans un film pour enfants retraçant les aventures d'un bodybuilder en Melbourne rouge qui est probablement un super-héros. La film est à peu près de la qualité d'un Superman indien ou du Star Wars turc. Voilà. On a ensuite un fondu arrière et en fait, on sort de la télévision, on se retrouve dans un salon avec un gamin en train de regarder le fameux film. Visiblement, papa est en retard. On rejoint papa. Papa, Schwarzenegger, est dans son bureau, veille de Noël. Il bosse tard. Et il répond beaucoup au téléphone. Et à chaque fois qu'il a un nouveau client, on ne sait pas trop ce qu'il fait comme job. Visiblement, il est vendeur de trucs.
Il répond, il dit à tout le monde, vous êtes mon meilleur client, cher ami. Vous êtes mon meilleur client, cher ami. Vous êtes mon meilleur client, cher ami. Donc voilà, on voit bien le mec, on essaie de nous instaurer un mec qui est boulot, 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 pas famille du tout. Voilà. Ted, le voisin relou, pendant ce temps-là, s'occupe de la petite famille. On sent que Ted, il aimerait bien manger les mamans du quartier. Il est célibataire depuis peu, on l'apprend assez vite dans le film, et c'est un type un petit peu nerd, lunettes, un peu paumé, mais qui depuis qu'il est célibataire rend tous les services possibles et imaginables. Il va couper du bois, il vous taille votre pelouse, mais il passe beaucoup de temps avec les mamans. Voilà. L'enfant fait une gueule pas possible parce que son père ne rentre pas. Une pub pour Turboman passe à la télé. Turboman, c'est le jouet de l'année, quoi. Vous voyez, c'est attendu comme l'iPod il y a quelques années quand il est sorti, quoi. C'est un délire. Voilà. Donc je vous le disais, le père a l'air d'être le père le plus à chier du monde. Il rentre, il est à la bourre, il a raté la compétition de karaté de son fils, et donc pour se rattraper, il lui promet qu'il aura le cadeau qu'il veut. Sauf que, comme je vous le disais à l'instant, eh ben ce nouveau jouet là, Turboman, il est attendu comme la sortie du premier iPod. Donc si tu ne l'as pas acheté à la veille de Noël, autant te dire que c'est mort. Et il s'en rend compte très très vite. Il fait la tournée des supérettes, des supermarchés, des magasins de jouets. Et à chaque fois, il tombe sur un os, quoi. Les mecs se foutent de sa gueule, ils disent mais ça fait 2 mois qu'on en a plus, vous êtes trop con, vous êtes un mauvais père, bref. Il rencontre dans sa quête du jouet un acolyte, un type qui devient son espèce de wingman. Mais avec qui finalement très vite il va se retrouver en concurrence parce que lui aussi cherche le même jouet pour son gosse. C'est qui joue déjà l'acolyte ? Il s'appelle, alors le nom de l'acteur ne me revient pas, on le voit dans quelques films des années 90 mais toujours avec des seconds rôles, donc j'ai pas été chercher plus loin que ça. En tout cas dans le film il s'appelle Larabi. Et c'est un facteur très bavard. Et il a une théorie complotiste à propos de l'industrie du jouet, qui est complètement débile. En gros, les jouets, on en fait la promotion pour les gosses, mais on les rend indisponibles pour que les parents passent pour des mauvais pères et que du coup les gamins soient frustrés et qu'on puisse les manipuler derrière. Enfin, c'est vraiment complètement délirant. Donc la guerre commence entre les deux parce qu'ils se mettent à la recherche du jouet et puis donc ils vont tous les deux dans les mêmes magasins, donc c'est à celui qui arrivera le premier. Et Schwarzy commence à péter lui aussi des gueules pour obtenir ce qu'il veut parce que on prend pas Schwarzy dans un film pour rien. T'es à moins de 5 minutes de Jean-Luc Lahaye, fais gaffe. Super, ça roule. Ils font le tour des magasins, tout d'un coup, scoop, il y a un arrivage de Turboman dans un magasin en ville. Alors là, c'est la ruée, ils vont tous là-bas, tac, hop, ça se rebastonne encore. Putain, pas moyen d'en avoir un. Il y a un mec qui leur tombe dessus, qui leur dit « Écoutez, moi les gars, si vous voulez, je peux vous en avoir un. » Waouh, attends, qu'est-ce qui se passe là ? Tu peux nous en avoir un ? Ouais, suivez-moi. Il les emmène dans un espèce de hangar sur les docks, et c'est là qu'on arrive à la fameuse scène, je pense, dont tu voulais parler, Charlie. On arrive dans le hangar des Pères Noël. Et là, vous avez des dizaines de Pères Noël avec des lutins, joués par des nains. J'ai eu une pensée pour Jérémy. Pourquoi ? Bon, ok, j'ai envie de voir. Ah oui, merde, son nom, j'avais oublié. Donc les lutins sont joués par des nains, les Pères Noël sont joués par des types, des types quoi, déguisés en Père Noël. Et on se rend compte que c'est-à-dire il y a un hangar avec que des Père Noël et des lutins. Et on se rend compte que qu'est-ce qu'ils foutent là ? Eh ben j'y viens, c'est une espèce de mafia en fait, une espèce de mafia de Noël. Ils distribuent des cadeaux, mais sauf que c'est des espèces de made in China avec tout pourri avec des fausses langues et tout. En gros, ah oui, ça me revient. Ouais. Voilà, le jouet qu'on lui offre, qu'on lui donne moyennant, je sais plus, $500 ou un truc comme ça, il parle espagnol alors qu'on est aux États-Unis. Enfin bref, tu vois le délire quoi. Et donc là, Schwarzenegger a l'impression de s'être fait entuber et il commence à péter la gueule de tous les Pères Noël là-dedans. Et ils envoient un Golgoth de 2,40 m torse nu avec juste le fut du Père Noël, le bonnet du Père Noël et une paire de bretelles qui fait claquer comme ça. Et il casse la gueule à Schwarzenegger. Et Schwarzenegger est sauvé du coup par l'arrivée de la police qui fait une descente. Il est complètement perdu, il se dit mais merde, mais j'aurai jamais le jouet pour demain, je suis foutu. Et hasard de hasard, en rejoignant la parade de Noël où il a promis de rejoindre son fils, il peut pas se rater quand même 2 fois le même jour, il pousse une porte, il se casse à moitié la gueule, il pousse une porte et il atterrit dans l'endroit où on prépare la parade. Et là on le prend pour on sait pas encore qui, on lui dit vas-y t'es en retard, tac, t'attrapes ça, tiens mets ton casque, blablabla. Et on le colle sur un char, paf, en fait il est Turboman. Il est déguisé en Turboman pour la parade. Et là, j'ai vu le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu dans un film pour enfants, je crois. C'est qu'en fait, il est censé faire gagner un Turboman à un des gamins de la foule. Oh, et ce connard choisit son fils, quoi. Sérieusement, mais qui fait ça ?
qui fait ça. Il y a quand même quelques péripéties. Myron Labary, pardon, le mec le facteur qu'il avait rencontré au début avec qui il était en bisbille, du coup se déguise lui en méchant et essaie de lui piquer le jouet. Il a des rétropropulseurs, il les fait fonctionner, c'est une grosse baston dans les airs et tout. Cinématographiquement, c'est pas trop mal fait. Le scénario tient pas une seule seconde, mais c'est pas trop mal fait. Bref, on arrive assez vite à la fin. Le gamin, il a récupéré un jouet. Le père, je vous ai passé quelques détails, mais le père a mis une droite à Ted qui effectivement essayait bien de choper sa meuf. Voilà. On passe un moment sympa, mais finalement ça manque quand même de torgnole. Pourquoi je l'ai retenu quand même ? Parce qu'il reprend tous les clichés de Noël. Vraiment tous les clichés de Noël à l'américaine en tout cas. Vous allez retrouver les mêmes trucs que dans les Home Alone. Vous avez la même ambiance musicale, les petites cloches qui sonnent. Vous avez les couleurs de Noël, le rouge, le blanc, le vert, vraiment typique à l'américaine. Ça se passe où l'action ? Enfin, je sais pas si c'est précisé, mais je pense grande ville américaine lambda. D'accord. On n'est pas à New York. Ouais. On n'est pas à New York. Je pense que vu que la parade se passe, les gens sont pas très 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 vêtus, c'est plutôt dans un état du sud, j'imagine. Peut-être la Californie d'ailleurs. Ok. Tout simplement. Et bref, en fait, le film, très sincèrement, n'est pas grandiose à la relecture, mais j'en avais gardé un bon souvenir et c'est revenu pourquoi en fait. Mais parce que pour un gamin, c'est jouissif. On a tous envie d'un papa qui pète des gueules pour aller nous chercher le jouet qu'on veut, quoi. Notre papa, c'est toujours le plus fort quand on est petit. T'es à 15 secondes de Jean-Luc Lahaye, mec, dépêche-toi. Mon Dieu, c'est moi qui vais me le prendre. Mais je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce film. Voilà, c'était une semi-déception et avec du recul, c'est vraiment un film sympa. Et surtout, c'est pas très vulgaire et ça bastonne pas trop, ce qui fait que dès que vos gamins ne croient plus au Père Noël, vous pouvez le regarder avec eux. J'y suis pas. Oui, c'est bon, nickel. Yes, juste attends. T'es à 10-1, mais bon, on va repousser Jean-Luc Lahaye pour celle-là, du coup. c'est ça aussi l'esprit de Noël. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur du ce coup, film. tu montres pas ça à un enfant qui croit encore au Père Noël. Alors, l'enfant qui croit encore au Père Noël, tu le spoil, tu le tues. Ah oui, c'est nul. Ah oui, attends, tu vois même des Pères Noël en train de se défoncer la gueule. C'est horrible, quoi. Par contre, dès que t'as passé la barre où il croit plus, même encore petit, hein, tu vois, si ta fille ou ton fils à 5-6 ans ne croit plus, tu peux lui faire regarder, hormis la scène des Pères Noël qui se font un peu taper dessus, et encore, c'est très gaguesque, hein, tu sais, c'est très pif, paf, pouf. Ils brisent pas des nuques, ça reste gentil. T'imagines le truc qui dégenère trop en GTA. On n'est pas dans... En fait, c'est ça qui m'a manqué. Total Recall, hein. C'est pas la même. C'est concrètement ça qui m'a manqué. Moi, j'espérais qu'il casse 2-3 nuques, en fait, et qu'il y ait 2-3 vulgarités, mais non. Et que ses yeux explosent sur Mars. Non, on n'a pas eu le droit à ça, du coup. Bref, c'est pas très bien noté sur internet, c'est 2,2 sur Allociné, on comprend pourquoi, c'est pas d'une très grande qualité, et en fait c'est surtout que Schwarzenegger à aucun moment n'arrive à être crédible dans le rôle du papa, il appelle le petit en fait, voilà, comme si c'était pas son gosse en fait, quoi. Ouais. Donc c'est lui qui flingue un peu le film, je trouve, qu'il cabotine, on l'a pris parce que c'était la star du moment, mais en fait il est pas très bon. Peut-être que la traduction est pas bonne aussi. Peut-être la VF. Ouais, mais j'étais obligé de regarder ça en VF. Parce qu'à en enfance, tu regardes en VF. Quoi. Ouais, mais par contre, ça se regarde, franchement. J'ai pas passé un mauvais moment du tout. Hein. C'est 1h30. Si vous avez rien à glander, vous avez vos enfants qui traînent et ils croient plus au Père Noël. Regardez ça avec eux, c'est rigolo. Ouais, vaut mieux le mater si t'as la nostalgie, mais pour un gosse maintenant, peut-être que le film serait pas bon, justement. Quoi. Je sais pas, parce qu'il y a, en fait, il y a ce côté un peu Toy Story, tu sais, du jouet fétiche qu'on veut impérativement, tu sais. Et pour un gamin un peu jeune, ça marche. C'est plus arrivé à l'adolescence que ça marchera plus, en fait. Ouais. Ok, très bien, merci Pedro, en tout cas, c'est cool. Et c'est vrai que ça rappelle des souvenirs, le Turboman, du coup, ça renvoie à des trucs. On enchaîne avec Chacha, on t'écoute ? Yes, et moi du coup je vais vous parler de musique, et plus précisément du dernier album des Vriggers, qui s'appelle 7 chansons pour Noël, donc qui est vraiment sorti tout juste en décembre, là. Donc on est bien d'actualité. Et pour commencer, déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Vriggers, je vais un peu les présenter. Malheureux. Déjà, leur discographie, quand même, ils sont là. Leur premier album, c'était en 97, donc il y a 6 albums studio. Le premier qui était Justice avec des saucisses, après Ah bah ouais mais bon, Moi d'abord, Tant pis tant mieux, complètement raide. Et le dernier, du coup, cette chanson de Noël. C'est aussi un album live de les Vriggers partent en live. C'est un album de compilation qui s'appelle tout simplement le Best Of, sans crise égard. Et 3 DVD, donc les Vriggers à la Cigale, Acte 5 au Trianon, et les Vriggers en tournée. Et le tournée finit par NEZ, parce qu'ils ont toujours un nez rouge, les Vriggers, sur leur pochette. Donc, petit jeu de mots. Voilà. Alors, la genèse des Vriggers, c'était 5 musiciens qui se rencontrent en 94
à l'ENSAT, donc c'est une école de théâtre parisienne qui est maintenant lyonnaise. Et avec seulement une guitare acoustique comme instrument, ils écrivent leur premier texte après leur journée de travail. Donc en fait, ce qu'on entend en fait dans le fond et qui est intéressant surtout, c'est que les Vrigals, c'est pas que des musiciens, c'est aussi des acteurs. Et ce qui est vraiment cool, c'est d'aller les voir en live, parce qu'il y a vraiment de la scénographie, il y a des petites scènes entre les deux, ils remanient beaucoup leurs chansons en live, enfin il y a vraiment un intérêt à les voir en live, quoi. C'est super cool. Alors, je les ai découverts en DVD et j'ai accroché direct. Ouais, bah... Je sais pas si j'aurais accroché si je les avais découverts que en audio. Pour moi, les Vrigals, c'est vraiment de la scénographie. Tout. Ouais. C'est beaucoup de visuel, quoi. Mais... Après, c'est vrai que les petites chansons restent dans la tête, quand même. Oui, ça reste bien. Une fois que tu les connais et tout, machin, ça vaut le coup. Bah, ça, mais... après, Moi, je les ai vus 2 fois en spectacle, en live, c'est cool, quoi, mais oui. Et d'ailleurs, à 2 endroits complètement loin, une fois à Brest et une fois à Toulouse. Comme ça, c'est bien à côté de l'autre. Du coup, pour moi, en fait, les Vrigals, c'est vraiment de l'humour. Donc surtout dans les premiers albums où c'était vraiment plus porté sur l'humour, avec Poupine le lapin ou Julie la petite olive que pas mal de gens connaissent. Mais c'est aussi beaucoup de poésie dans leur façon d'écrire, des fois c'est vraiment très poétique. Ça va parler un peu de social avec la chanson pédagogique ou Dieu Bouddha Allah, c'est quand même important, ils parlent quand même de choses assez lourdes, les religions ou du racisme dans la chanson pédagogique. Il y a aussi en fait de la beauté et il raconte beaucoup la beauté et la tristesse du quotidien. T'as la beauté un peu dans le fun avec Fantasme, où ça va parler de où on se masturbe les mecs, à n'importe quel endroit. Ça va faire une liste complète. Et après, derrière, t'as Juste avant que je, qui est vraiment une chanson très triste sur un mec qui s'est fait larguer par sa meuf et qui est en train de prendre son petit-déj le lendemain, donc beaucoup plus poétique. Voilà, c'est la tristesse du quotidien, mais très bien dite. Et il y a aussi, bien sûr, en fait, il détourne en fait, le quotidien et les informations qu'ils peuvent avoir. C'est vraiment, on prend des sujets plus ou moins forts et on va en parler, on va les détourner, que ce soit de façon humoristique ou de façon juste poétique. Quand je pense en poétique, je pense à Monsieur Violet, qui est vraiment une explication d'un mec avec les couleurs, qui joue sur les couleurs et qui va expliquer d'un garçon qui s'est fait sûrement violer, qui est complètement rejeté de la société, et de voir comment il vit ça, en fait, en gros, mais fait de façon poétique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et je vous ai envoyé une petite image à côté, parce que j'ai trouvé ça sur Wikipédia, mais c'est la liste des membres des Vrigals, parce que ça a un peu changé durant les années. Et je l'ai trouvé très intéressante, parce qu'au début, donc, ils étaient 5. Donc Christophe Grandot, Stéphane Gourdon, Frédéric Volovitch, Antoine Rajas et Franck Zerbib. Donc ça, ils ont été 5 de 94 à 2006. Puis les 2 derniers que j'ai annoncés ont quitté le groupe pour aller faire des trucs perso. Donc là, il y a eu de nouveaux albums et un nouveau live. Et parmi les 3 qui étaient restés, il n'y en a qu'un seul maintenant qui est encore là. Les 2 qui étaient partis sont revenus. Et il y a 2 nouveaux qui viennent d'arriver dans les 2 derniers albums et derniers spectacles. Donc Emmanuel Urbanet et Fabien Marais. Donc ça a un peu tourné, mais par contre la patte est toujours présente. Enfin, le côté c'est 5 voix, 5 acteurs, 5 musiciens. Ça joue vraiment bien, ça fait beaucoup d'harmonie au niveau des voix, donc c'est très 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 beau à entendre des fois. C'est bien tourné. Certains ont eu des albums solo, il me semble, Volo notamment, non? Ouais, Volovitch. Volo, du coup, il est parti, il a fait avec son frère. Ouais, c'est ça. C'est pas mal ce qu'il fait avec son frère. Ouais, ça reste un peu dans la même veine, on reste sur poésie et humour aussi, et on reconnaît la patte Vrigals du côté Volo, quoi. Sans Volovitch, moi je pensais que les Vrigals allaient se casser la gueule parce qu'il écrivait beaucoup lui pour le groupe. Et finalement, ils s'en sont plutôt bien sortis. J'ai pas entendu le dernier, mais ce qu'il y a eu après, c'était. Franchement, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'ils écrivent tous un peu en fait. Bah, faut pas croire que Volo, ils écrivent tous un peu. Mais celle que je préférais en général, c'était Volovitch. Ça, c'est laquelle? Ouais, par contre, juste avant que moi, je l'ai écouté. Elle est magnifique, c'était. Je crois que c'est Les Voisins. Ah, elle est pas mal aussi. Ah, les voisins. Très très deux cool chansons. Alors, de toute façon, je suis un fan absolu, donc je suis pas très objectif sur les Vrigals. Je vais juste dire que elles sont toutes bien et allez-y à fond, ça vaut tellement le coup de les réécouter et réécouter. Mais bref. Et du coup, je vais vous parler surtout du dernier album qui est sorti le 4 décembre 2020 de 24 minutes. Donc c'est un petit EP. Et donc c'est 7 chansons pour Noël. Donc que des chansons sur Noël. Donc c'est nickel pour notre thème. Et je vais vous présenter les chansons une par une, vite fait.
en vous donnant un petit nom le nom de la chanson. J'ai mis un sous-titre et après je vous explique de quoi ça parle, ou si vous avez compris en tout cas de quoi ça parle. La première chanson s'appelle Christmas Battle, que j'ai sous-titré Existe ou n'existe pas, telle est la question. Donc c'est vraiment une battle un débat, une battle entre dire est-ce que le Père Noël existe ou n'existe pas, et chacun donne ses arguments. Donc c'est assez drôle, surtout pour celui qui va expliquer pourquoi le Père Noël existe. C'est un peu moins terre à terre, on va dire, les arguments. La deuxième chanson, c'est La Révolte des Reines. Ils ont fait un feat avec Alexis HK, qui est un autre artiste. Et du coup, je l'ai sous-titré Syndicalisme versus capitalisme et dictature. En gros, c'est les reines qui souhaitent avoir plus de droits. Et en fait, le Père Noël, que j'ai surnommé du coup Père Noël Jong-un, clairement, il est dit un par un, parce qu'il a aucune sympathie contre eux et il dit rien à foutre de leurs demandes. Petit papa chinois. Voilà, c'est ça en gros. Ouais, c'est exactement ça. Le troisième, c'est L'arrestation du Père Noël, que j'ai sous-titré Voyageur sans visa. Tout simplement, c'est des douaniers qui ont arrêté un homme barbu dans un véhicule non homologué, sans carte grise, avec de nombreuses marchandises, leur proposant des tournées de cadeaux. C'est léger. Et sans papier et qui parlent pas français. Ah merde. Voilà, du coup. Là, on est vraiment sur le côté humoristique des Vriggles pour celle-ci. Le dernier Noël de Papy, qui va être poétique et que j'ai renommé Vivement l'héritage. C'est simplement dans la joyeuseté, on parle du dernier repas de Noël de Papy. C'est très beau, c'est très marrant. Et aussi de d'autres gens, bah, c'est très drôle. La cinquième, qui s'appelle tout simplement George Michael, que j'ai sous-titré Balek, l'autre JC. Parce que du coup, c'est un adolescent qui voit Noël comme une commémoration de la mort de Georgie. Yes, et non le d'accord. birthday de Jesus Christ. Donc voilà, il dit rien à foutre du Jésus, putain, c'est quand même la mort de Georgie. C'était horrible. Le sixième, c'est sur le Père Fouettard, que j'ai appelé Direction le Pôle emploi, que j'ai sous-titré. En fait, c'est le pauvre Père Fouettard qui n'est plus populaire, et du coup qui est au chômage et qui doit se retrouver un nouveau boulot. Ah, les boules. Donc, voilà. Et je peux vous dire qu'il trouve est-ce du qu'il a boulot déjà à fouetter été des gens populaire, qu'on peut voir. Père Fouettard Ah, mais il a trouvé Mais si, il depuis, était c'est le beaucoup monsieur utilisé avec par les parents. c'est pas le monsieur avec une grande casquette qu'on voit dans les manifestations à Paris, là, il a trouvé un nouveau poste, je crois. Là. L'allemand. Voilà, c'est ça. Il s'appelle Didier l'Allemand maintenant, je crois. D'accord. Et du coup, le dernier qui s'appelle tout simplement Père Noël, que j'ai nommé Chanson au Père Noël et pas Lettre au Père Noël. Parce qu'en fait, c'est un enfant de 10 ans qui explique sa vie la plus horrible en chanson pour avoir ses cadeaux. Sa maman est morte lors de l'accouchement de son petit frère, son père est amputé des 2 bras, sa petite sœur de 13 ans est devenue prostituée, et il travaille dans une usine de jouets pour aider sa famille. Et en fait, au bout d'un moment, au début, c'est la lettre du Père Noël, mais au bout d'un moment, plutôt à la fin, il va insulter sa mère, le Père Noël, en fait, dans la chanson. Pour lui dire que c'est quand même une sacrée baltringue, en gros, quoi. J'ai très envie d'acheter cet album. Ouais, c'est cool. Bah, en plus, c'est que 25 minutes, donc ça s'écoute très très vite. C'est un petit EP. Et on retrouve vraiment le côté, ce que je disais, un peu poétique, et en même temps parler de sujets un peu graves, mais de façon humoristique. Il y a Jean-Luc Lahaye qui se chauffe. Dans la veine de ce qu'ils font jusque-là. Toi, ferme ta gueule. 15 secondes avant de te faire pépon par Jean-Luc Lahaye. Est-ce qu'ils l'ont mis en scène? Oui, non, parce que on va bien t'interrompre. Oui, c'est clair. J'ai pas entendu, ils l'ont mis en scène ou pas? Et du coup, non. Et le seul truc qui est intéressant, c'est qu'ils font de la pub par des petites vidéos sur Noël à la con, des faux reportages sur Facebook que vous pouvez aller voir qui sont assez cool. Donc voilà, allez-y à fond, ça s'écoute super bien, c'est cool. Et au niveau de tout ce qui est musique, du coup, ils ont réutilisé un peu des instruments spécifiques de Noël. Non, pas spécialement. C'est juste que de toute façon, depuis qu'ils se sont reformés, le nouveau groupe de 5, il n'y a plus spécialement que de la guitare sèche. Il y a aussi des fois de la guitare électrique classique un peu. Mais il n'y a pas de trucs spécifiques vraiment de dingue au niveau des instruments. Ok. C'est toujours plus sur leur voix qui importe qu'autre chose. Ok. Leur voix, c'est vraiment le premier instrument qu'ils utilisent dans ce groupe, quoi. C'est clair. Très bien. J'ai oublié de dire aux auditeurs qu'on est pour cet enregistrement encore en distanciel et que du coup Pedro ressemble à Obi-Wan Kenobi de temps à autre quand il est figé sur son écran. Comment ça? C'est vrai? Ouais, c'est vrai que c'est trop classe. On parle de la version vieux de Obi-Wan Kenobi, pas jeune. Mais oui, Marc Hamill vieux, mais je prends direct. Ah non, non, pas Marc Hamill. Dans la dernière trilogie. Tu confonds avec Luke Skywalker, là. Ah oui, non, attention. mais oui. Ah, mais c'est parce que c'est ma reco de tout à l'heure, mais j'ai fini le Mandalorian hier. Ah non, dis rien, moi je suis pas en direct.
Bon, en tout cas, merci cette digression. Merci bien, Chacha. On va enchaîner avec Pépé et les Gremlins. Et oui, les Gremlins. Oui. Yes. Vous entendez son petit chant au début de notre générique. Il s'agit bien de Gizmo, le personnage principal des Gremlins. Donc les Gremlins, réalisés par Joe Dante ou Dante, je sais pas comment on prononce. Dante. Au scénario Chris Columbus, on en parlait tout à l'heure, qui a aussi écrit les Goonies, réal de Maman j'ai raté l'avion, etc. parmi tant d'autres. Donc sorti en été 1984 aux US. Putain la vache, 84. Après il est sorti en hiver, plus sur la période de Noël en France. Et pour le coup, c'était en plein été aux US, en même temps que SOS Fantôme. Donc autant dire que au cinéma il y avait de quoi s'amuser à l'époque. C'est clair. Et belle année, ouais. Ah ouais, belle année. Ils ont créé le PG-13 pour l'occasion des Gremlins aux États-Unis. C'est dire que c'était pas tout public du tout. Et vous pouvez le voir actuellement sur Netflix, en tout cas pour le premier épisode. Le 2, pas pour l'instant, ça viendra sûrement. Je vais vous faire un petit résumé rapide pour ceux qui ne sauraient pas du tout de quoi il est question, hein, mais bon. Quoi Donc, je pourrais en choquer plus d'un, mais je crois ne l'avoir jamais vu en entier. What? Donc comme quoi, tu vois, il me manque toujours les 2 minutes du début ou les 2 minutes de la fin ou. Je vais pas te raconter. C'est bon, t'as vu la film, course jeu en complet. Hein. Tu sais un petit peu de quoi ça parle. Oui, non mais oui. Donc brièvement au début, donc c'est Monsieur Randall Peltzer, un inventeur raté, donc notamment inventeur de la salle de bain de poche. La salle de bain de poche. Ça, la fameuse. Oui. Il a aussi créé un presse-orange qui explose de partout, un casse-œuf qui explose les œufs tout simplement, ou une cafetière qui fait du café gluant. Donc cet inventeur de génie se rend à Chinatown pour y vendre ses inventions et tombe sur une étrange boutique tenue par un étrange vieillard. Et sans l'accord de ce dernier, le petit-fils du vieillard laisse Randall repartir avec une étrange créature qu'il ramène à Kingston Falls pour l'offrir à son fils Billy. Cette créature, qu'est-ce que c'est ? C'est un mogwai. Il s'appelle Gizmo. Mogwai, qu'est-ce que c'est ? En cantonais, ça signifie fantôme, mauvais esprit, diable ou encore démon. D'après la tradition chinoise, le mogwai est une espèce de lutin qui possède des pouvoirs surnaturels, qu'il utilise souvent pour faire du tort aux humains. La tradition veut que sa reproduction sexuée soit déclenchée par l'arrivée des pluies. Ok. Donc ça, c'est la tradition chinoise, c'est des vieilles légendes, et on sent que ça, du coup, ils se sont complètement inspirés de ça. Et ils ont carrément repris le nom de Mogwai pour la créature, du coup, qui, dans le film, est une adorable petite créature velue de 15 à 20 cm, toute mignonne, totalement kawaii. Je pense à autre chose, avec... Et c'est l'effet voulu. Ok. Sauf qu'elle a 2 grandes oreilles et un petit museau tout choupinou. Donc c'est une petite peluche vivante, tout simplement. Ah merde. Qui comprend bien notre langage et parvient plus ou moins à communiquer en articulant quelques mots. Et cette créature aime bien chanter et regarder la télé. Donc cette petite chanson, vous la connaissez. Retournez au tout début de l'épisode, vous réécoutez tout jusqu'ici, puis on pourra reprendre. Donc avec cette petite créature, il y a 3 règles à respecter. Donc du coup, tu me l'as déjà fait dire tout à l'heure, Angelo. Donc bien sûr, ne pas l'exposer à la lumière, surtout pas celle du soleil, qui les tuerait instantanément. Ne pas les mouiller, car sinon c'est instantanément la crise d'épilepsie et la multiplication. Et du coup, sur les mouilles, ça fait des petites boules qui leur sortent du dos en faisant des boing boing partout, et ça grandit instantanément en un autre mogwai, mais cette fois-ci bien moins sympathique que Gizmo. Et dernière règle, surtout, ne pas les nourrir après minuit. Sinon, ils rentrent dans un état de chrysalide et se transforment au bout de... Il me semble que c'est juste une nuit. C'est ça, je crois. Ouais, juste en une nuit, ils se transforment du coup en gremlin. Ils sortent de leur cocon, c'est un petit peu des cocons très inspirés d'Alien pour le coup. C'est vrai. T'as même une espèce de lueur verte qui se dégage avec la fumée. Donc du coup, c'est ainsi que sont créés les Gremlins. Rapidement, du coup, les Gremlins aussi, donc c'est une invention des pilotes de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils leur attribuaient les avaries de leurs avions et voilà, ils leur attribuaient l'avarie de leurs avions. Dès qu'il y avait un souci, c'était la faute des Gremlins. Donc cette légende a été adaptée à plusieurs reprises. Donc en fiction,
par Roald Dahl. Oui. Donc, notamment La pêche géante. Non. Ah, j'ai plus les refs, j'ai pas noté, mais. C'est pas fantastique. Aussi Charlie et la chocolaterie. Oui. Charlie et la chocolaterie. Fantastic Mr. Fox. Ouais, exactement. Donc des classiques. Il me semble. À l'époque, c'était pour Disney. Donc les Gremlins, on les retrouve aussi dans à travers un personnage un peu burlesque dans les Looney Tunes face à Bugs Bunny. Et ça a commencé à devenir une créature vraiment horrifique dans un épisode de la série La 4e Dimension en 1963. Et c'est finalement dans le film de Joe Dante qu'ils ont adopté cette apparence crasseuse et ce comportement vraiment crapuleux qu'on leur connaît aujourd'hui. Donc je reviens sur ce fameux film Les Gremlins. Donc bien évidemment, aucune des règles citées précédemment n'a été respectée et la ville de Kingston Falls se retrouve envahie de créatures mal intentionnées prêtes à détraquer toutes les installations électriques et mécaniques. Donc leur passe-temps légendaire d'origine. Donc ils sont inspirés de la légende. Donc les Gremlins sont là pour vraiment pour tout casser. Et en fait, leur objectif c'est pas juste de tout casser, c'est vraiment de faire chier la population. C'est leur méfait en fait, ça ressemble même plus à des canulars en fait. Parce que dans le premier film, les Gremlins, ils vont détraquer la télévision de Monsieur Futterman. Ils vont détraquer les feux tricolores. Ils vont tous les passer au vert. Ils vont aussi trafiquer le fauteuil d'escalier de le Stana, Madame le Deagle, bon d'escalier Stana, la méchante Madame Deagle. Et alors, ça c'est une scène mythique quoi. Le fauteuil qui accélère et qui s'envole, qui s'envole par la éjecte, fenêtre. Bah, du coup, il a qui éjecte Madame Deagle. C'est la seule personne qui meurt d'ailleurs dans le film. Non, il y a le professeur au tout début qui examine un Gremlins. Ah oui, ça. Et lui, du coup, il y passe. Et, il y passe comment après, il se fait. En fait, il passe la main sous le bureau pour essayer d'attraper le Gremlins. Et du coup, il se fait bouffer. Et puis voilà. Après, Ah si, il lui plante une seringue aussi dans les fesses. En fait, on le retrouve a priori mort. Peut-être qu'il a survécu, mais. C'est quand même vachement violent pour un truc pour les gamins quand tu y penses. Est-ce que c'est après quand même faut quand même mettre tout sur l'asiatique du début qui donne les règles mais qui explique pas que c'est vraiment très dangereux de pas les suivre. Bah voilà, ouais, et en plus déjà tu donnes pas un animal comme ça à n'importe qui en fait, enfin, c'est n'importe quoi. C'est clair. C'est fou, c'est ouais, mais justement il a besoin de souffle, c'est pour son papy. Et toi, sale parasite, casse-toi! Ça, on peut le considérer comme un film de Noël, mais c'est aussi un film d'horreur, un film drôle et avant tout un film anti-Noël en fait. Déjà rien que dans les motivations des personnages principaux, parce que déjà t'as le petit-fils au tout début, il veut de l'argent. Donc il refile une créature super dangereuse au premier venu pour quelques dollars. Ce mec, donc Rand Pelzer, dès qu'il réalise que les Mogwai se multiplient, il pense à en faire commerce. C'est la première chose qu'il veut, avant même de réaliser que ça peut être un peu dangereux. Donc c'est déjà les personnages dès le début, tu sens que ça va pas être un esprit très Noël. T'as aussi les policiers qui sont pas du tout à l'écoute des lanceurs d'alerte. Donc Billy, le personnage principal, qui essaye de lancer l'alerte, on l'écoute pas du tout. Les policiers vont abandonner le Père Noël dans une scène où t'as un Gremlins qui se fait dévore la tête du Père Noël. Les flics préfèrent s'enfuir à toute berzingue. D'ailleurs, ils regrettent pas loin après parce les Gremlins leur ont trafiqué les freins de leur voiture, donc ils vont se renverser complètement comme des merdes. Dans les autres personnages, t'as la fameuse Madame Deagle, donc je vous ai déjà raconté son triste sort, éjectée par son fauteuil d'escalier. Son fauteuil infernal à 200 km/h. Et puis c'est jouissif parce que ce personnage, elle est exécrable. Elle veut tuer le chien de Billy. Elle refuse d'aider une famille dans le besoin qui vient la supplier dans la rue. À côté de ça, on a aussi le personnage de Futterman qui est un nationaliste, limite raciste, mais foutu poste allemand. Il déteste sa téloche, il déteste sa bagnole. Il déteste tout, et du coup il a même une réplique à un moment, il dit saloperie de bagnole étrangère. Du coup ça m'a fait marrer en voyant ça parce que j'ai vu une anecdote.
dans les mêmes années, en fait, t'as une voiture de la marque qui s'appelle le modèle Gremlin, la marque AMC, du coup, qui était un échec commercial total dû à de multiples pannes. Donc je trouvais ça assez original. Le Gremlin qui est bourré de pannes, c'est la faute des Gremlins quand même. Ah, c'est pas la bonne Renault 19 de chez nous, ça. Ah non, on avait du costaud. La R21 Nevada Sable. Ah la vache, putain, ça renvoie ça. La Renault 21, ma première voiture, ça c'était du costaud. Putain, mais la Nevada, c'était quand même toute une époque, quoi. La première bagnole de combien de Français, quoi. Et donc du coup, un dernier personnage mythique dont je voulais vous parler, notamment pour ses répliques, pas du tout pour son jeu d'actrice. Kate, je vous ai noté 2 répliques que je trouve magiques. Donc, alors, il y en a 2 déjà assez rapidement. Alors, ce personnage déteste Noël, donc il y a un moment, elle dit quand certains ouvrent leurs cadeaux, d'autres s'ouvrent les veines. ça tonique bien l'ambiance de Noël assez rapidement. Et bien sûr, il y a son monologue, donc je vous le raccourcis un petit peu. Quand elle raconte alors que son père avait disparu depuis plusieurs jours après Noël, lorsqu'elle avait 9 ans, Kate raconte j'ai voulu faire un feu dans la cheminée. C'est là que j'ai remarqué l'odeur. Il avait voulu se déguiser en Père Noël. Il était monté sur le toit pour passer par la cheminée. Il a glissé et s'est brisé la nuque. C'est là que j'ai compris que le Père Noël n'existait pas. Là, définitivement, elle enterre Noël. Elle est horrible cette avec le monologue est un petit peu plus long, mais quelle chance, elle peut regarder la course aux jouets. Elle enchaîne et derrière elle s'ouvre les veines direct. Oh, l'enfoiré, quoi. Donc du coup voilà, il y a tout Noël est totalement détruit dans ce film. Il y a un magasin de jouets d'ailleurs qui est symboliquement saccagé à la fin du film. C'est assez jouissif quand il pense comme c'est assez jubilatoire comme c'est jouissif de les voir tout détruire et puis ces Gremlins en plus c'est un petit peu nous, chacun peut se reconnaître dans un Gremlins, bien qu'ils soient tous un peu monstrueux, ils deviennent tous un peu uniques. Parce qu'en fait, assez rapidement dans le film, au début, ils sont tous identiques, et plus loin dans le film, en fait, ils vont tous prendre s'habiller différemment, une personnalité avoir un comportement. ils ont tous un peu une personnalité. Tu vois que t'en as un qui est un peu meneur. Oui, exact. Oui, carrément. Les 5-6 premiers Mogwai, ils ont déjà une personnalité bien. Pas autant que dans le 2. Vraiment, dans le Gremlins 2, ils ont vraiment poussé ça beaucoup plus loin. Dans le premier, au début, ils se ressemblent et en fait, ils se déguisent et puis ils ont un petit peu une personnalité. Et dans le 2, je pense qu'ils ont dû dire c'est vraiment cool, on pousse les curseurs plus loin. Et là moi personnellement, je préfère de loin le 2. Mais pour le coup, on n'est plus dans un esprit de Noël. Enfin, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un esprit de Noël dans le premier ? Oui, il y a de la neige et il y a des guirlandes. Il casse les codes, mais c'est ça qui est cool aussi. Il casse les codes. Et ce film est pété de références. T'as plein de références partout, cachées tout le temps dans les arrière-plans. Alors, pour les cinéphiles, t'as foison de références. Ils ont déjà vu les cinéphiles, mais c'est à voir. En fait, c'est même limite, c'est un jeu de regarder Gremlins pour essayer d'y trouver toutes les références, tous les clins d'œil, tous les Easter eggs. Et du coup, pour ça, je vous conseille vivement d'aller voir sur YouTube l'épisode 10 de Chroma de la chaîne la chaîne Dailymotion de Bash. J'y pensais aussi. Donc là, c'est vraiment centré sur l'aspect cinématographique de l'œuvre. Ouais. C'est 20 minutes max. Vraiment, c'est jouissif à regarder. C'est surtout génial. Et une dernière vidéo sur YouTube pour le coup. La première, c'est plutôt Dailymotion Chroma. Et du coup, l'épisode Gremlins de l'antre du Méa sur la chaîne YouTube de Mr. Méa. Donc lui, il passe en revue toutes les anecdotes de tournage. Il parle aussi des produits dérivés, des jeux vidéo. Pareil, on apprend plein de choses. La liste est énorme. Je pense qu'à chaque scène du film, tu peux trouver une anecdote ou un petit clin d'œil à un autre film. À ce point-là. Donc vraiment, moi, un film qui m'a beaucoup marqué, que je vous conseille tous vivement. Merci bien. Et clairement, ça me donne envie de le remater. Ouais, pareil. Et il y avait un truc aussi sur un autre truc. Il y a 2-3 jours, j'ai écouté l'épisode du podcast 2 heures de perdu qui parle des Gremlins. C'est un podcast où ils refont un film en détail et ils sont de très mauvaise foi. Mais par contre, ils ont dit un truc à un moment qui est très intéressant, que je trouve très intéressant, c'est que, en gros, le mec ramène une nouvelle espèce. C'est une nouvelle espèce.
par contre, ça a pas l'air de gêner quelqu'un de l'adopter, de l'emmener chez soi, d'en faire ce que tu veux, alors que c'est une nouvelle espèce qui a l'air unique. Mais t'as même personne une ne dit scène rien. où, Tranquille. t'as même une scène où t'as un gamin, il y a Billy qui ramène Gizmo dans sa chambre, il y a un gamin, j'ai oublié le nom, qui est avec lui, et il lui dit, ouais, regarde ce que j'ai ramené, c'est Gizmo, et assez rapidement, en fait, le gamin, il fait, ouais, génial, et il prend des lunettes 3D, il va lire un bouquin en 3D, il fait, ouais, c'est super, il y a une nouvelle espèce dans la piole, là, et il sent que... Ouais, c'est ça. Et il est con, cet asiatique, il l'aurait revendu à un zoo. Putain, il se faisait blé la maille, quoi, une espèce unique. C'est juste un mec qui pouvait pas blairer Trio, c'est tout. On lui a dit, il y a Gizmo, il a fait, ouais, non, merci, c'est bon. D'accord. Oh là là. C'est Pardon, tout à fait je t'ai obligé de compréhensible. la faire. Mais t'avais raison. Bon, t'as niqué Jean-Luc Lahaye. Mais du coup, t'as niqué Jean-Luc voilà, Lahaye de en fait- 4 minutes, mais je te laissais parler parce qu'on a pas Ah mal non, ça, digressé. désolé, ouais. Et pourtant j'ai fait court parce qu'il y a tellement de choses que j'avais envie de dire, Ouais. mais en fait, je vous dis, les deux vidéos, elles en parlent tellement bien, tellement mieux que moi que je les laisse faire. Et ouais, c'est vraiment une bonne idée de les citer, les deux vidéos, parce que justement, ça enrichit pas mal, justement, la culture autour de Gremlins, et ça explique pas mal de trucs, ouais. Ça fait partie de ces films quand même, tu vois, moi je les ai... Enfin, il y en a quelques-uns comme ça que j'ai raté enfant. Et ben, à les voir adultes, c'est pas évident quand même. Parce C'est pour que- ça aussi, tu vois, que je pense que j'ai toujours manqué 2 minutes de fin ou 2 minutes de début. Parce que c'est peut-être le premier, les effets spéciaux, c'est un peu dur. Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, j'ai le même problème que j'ai avec les Star Wars. C'est de l'effet pratique, donc ça passe encore. Bah, je trouve dans le 2, je trouve qu'il a pas vieilli parce que les animatronics, ils ont dû coûter beaucoup plus cher dans le 2. Ouais. Dans le premier, tu vois que... Ouais, mais je supporte mieux de l'animatronique qui vieillit mal que de la CGI, par exemple. Ouais, clairement. Je suis d'accord. Les effets pratiques sont généralement... Pour moi, ça vieillit beaucoup mieux. Ouais. Mais en par tout contre, cas, il y a de la stop motion à un moment, et là, par contre, la stop motion... Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. C'est juste une scène où t'as l'arrivée de tous les gremlins qui sortent je me souviens de ça. l'obscurité, Oui, c'est vrai qu'elle est qui bizarre. débarquent dans la ville, et là, celle-ci... Là, ça, par après, exemple, elle c'est une est culte. référence à la Nuit des Morts Vivants, quoi. Oui, par ailleurs. Ah, ouais, ok. clairement. Ouais. Bon, bien, merci bien, Pépé. C'est clair que ça donne complètement envie de... Et puis, je pense que Gremlins, c'est un sujet, on pourrait y parler pendant des heures, clairement. Enfin, on a tous beaucoup de trucs à apporter là-dessus. On va enchaîner avec la pastille de notre ami Mollusque. Il envoie le... Ah bah ouais, moi j'envoie, les gars. Attends, je mets un pull parce que j'ai un peu froid. Pas de transition, allez. Petit jingle, et pendant ce temps-là, Mollusque nous enfile... Enfin, j'espère qu'il va pas m'enfiler. Mollusque nous enfile à la chaîne. Allez. Ah oui, tu l'as. C'est trop beau ce pull. Ah, faudrait que tu prennes en photo le pull quand même pour l'envoyer aux gens. Ouais, on explique aux auditeurs, il a un pull de Noël Doom, et c'est le meilleur pull de Noël de tous les temps. Et oui. On t'écoute, Mollusque. Ce fumier d'Angelo a envoyé une photo du pull sur notre conversation WhatsApp. J'étais dégoûté parce que je l'avais reçu depuis genre un mois, quoi. Oh merde. And now for something completely different. Juger les gens sur leur religion, c'est mal. Sur leur couleur de leur peau, sur leurs origines sociales ou sur leur nationalité, c'est mal. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On n'est pas bien là à sucer des pastilles Vichy, Jack. Oui, donc je vais faire ma pastille sur les pulls moches de Noël. Les Ugly Christmas Sweaters, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Donc je vais déjà vous expliquer un peu ce que c'est. Donc les pulls moches de Noël, ce sont des pulls qui sont très colorés et qu'on voit à l'approche des fêtes de fin d'année. Habituellement tricotés, ils sont, comme j'ai dit, très colorés, très souvent décorés abondamment avec des motifs rappelant Noël. Et depuis quelques années, ces pulls font l'objet de concours en entreprise. Ils sont souvent prétexte à la surenchère, puisqu'il n'est plus rare de voir des pulls de Noël équipés de guirlandes clignotantes, par exemple, ou d'autres accessoires un peu débiles. Putain, je vais t'en faire un. T'en as un comme ça. Ah, c'est quoi? T'as mis quoi dessus? T'entends? Il y a des gros lots. Bon voilà, j'ai reçu de... On dirait qu'il y a des trous dans son pull. Moi j'en ai un avec un nez de renne qui s'allume. Ah ok. Donc Charlie, lui, il en a avec des gros lots, et Pedro en a un avec un nez de renne. Non, il m'en faut. Et donc, la journée internationale du pull de Noël, c'est le 20 décembre, je crois. Oh, on en a parlé encore. Le 20... C'était le 18. Vendredi 18. Ouais. C'est vendredi 18, pardon. Enfin, 18 décembre, quoi. J'ai pas corrigé ma fiche, comme un con.
Il y a également des courses de pulls moches qui sont organisées. Enfin voilà, ça c'est ultra décliné. Des courses de pulls moches, c'est que tu mets des pulls et tu les coureurs. Alors c'est Ugly Christmas Sweaters comme ils disent aux États-Unis, donc c'est bien pull moche de Noël en fait. C'est comme ça qu'ils le désignent. Juste pour l'anecdote, vendredi au taf, du coup, ils ont mis ça en place avec les collègues. 2 pulls de Noël que j'avais jamais vu de toute ma vie. Donc il y en a un avec des guirlandes de Noël intégrées au pull, et l'autre surtout une cible. Le pull avait une cible et tu jettes une boule collante sur le pull. Donc en fait, tu deviens une cible vivante. Ouais, c'est cool. Trop bien. D'accord. Donc bon, à l'origine, c'était des pulls plutôt... Comment il en avait rien à foutre. C'est d'accord qui dit. Ok, d'accord, on s'en prend. C'est Angelo qui me redonne la parole. Non, historiquement, c'était plutôt des pulls que nous tricotaient les grands-mères, en fait, ou les grandes tantes, ou des choses comme ça. Les choses comme ça. Ces espèces de bestioles, là. Les vieilles choses. Nos amis les monstres. Ah, les trucs qui puent un peu, là, avec un peu de peau. Ah, c'est ça. Les joues, là. Ah, ouais. petit. Ils disent t'as grandi et tout. Bah non, tu plus l'an dernier, Mamou, j'ai 30 ans maintenant quoi. Le trauma. Mais du coup, c'est un peu, c'est progressivement devenu un business au fil des années quoi. Donc d'où ça nous vient? Pour être plus exact, essayer de refaire un petit historique de ce truc-là. La question que je me suis posée, c'est est-ce que le pull de Noël a toujours été moche? Et la réponse à la question est plutôt oui et non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les grands-mères qui pouvaient nous le tricoter pour nous réchauffer amoureusement l'hiver. C'était vraiment un signe d'amour familial, quoi. Et le choix de couleurs assez criardes était plutôt motivé par l'envie de contraster avec l'ambiance hivernale, donc le temps grisâtre, la neige, voilà. Donc c'est plutôt, je l'ai écrit comme ça, c'est un crime ayant entraîné la mocheté sans intention de la donner. C'est comme l'enfer quoi, c'est pas avec bonnes intentions. Tout à fait. J'en ai rien à foutre aussi. Tricoter de bonnes intentions. Et donc ça s'est popularisé dans la pop culture par la suite au travers des tubes cathodiques américains. Donc notamment grâce à Bill Cosby ou encore au Prince de Bel-Air. Alors à l'époque c'était pas forcément toujours associé à Noël, parce qu'il n'y avait pas forcément motif de Noël, mais ça restait quand même de l'imagerie assez particulière quoi. Mais c'est relié encore à l'époque, donc à la rigueur c'était pas forcément un problème. Mais c'est surtout donc dans les années 2000 que la mode a explosé, puisque l'objet était mis en scène de façon ridicule dans un film en 2001, Le journal de Bridget Jones. Ah putain. Dans lequel Colin Firth porte un pull moche à tête de reine. Et donc c'est un moment où Bridget se moque allègrement de lui d'ailleurs. Et donc une autre question, est-ce une traduction de connard prétentieux? Tout à fait d'accord. Alors ma réponse initiale était plutôt oui, et j'avais limite pas envie d'argumenter, mais je vais quand même nuancer un peu ça quoi. T'es pas obligé. Hein. En gros l'année suivant quoi. De quoi? C'est-à-dire que t'en as acheté un, quoi, donc... Ouais, mais lui, c'est un pull Doom. Ouais, mais c'est Doom, c'est pas pareil. Ah, voilà. Ça passe. Espèce de connard prétentieux. Ouais, espèce de connard prétentieux. Connard prétentieux avec du goût. Voilà. Et violent. Voilà. Et violent. Ouais. Qui aime buter des démons. Bon, pour essayer d'un petit peu d'alimenter cette réponse, je vais continuer en vous disant que donc l'année suivante, le journal de Bridget Jones a été organisé la première Ugly Christmas Party à Vancouver. Donc une fête qui se base sur le pull moche de Noël et qui a vraiment l'intention de ridiculiser un petit peu la tradition rurale, on va dire. Donc c'est un peu du dédain des citadins à l'égard des ruraux, quoi. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour ma réponse sur le oui. Après, il y a des gens qui les portent juste parce qu'ils trouvent ça joli, que c'est chaud, que c'est sérieux, que c'est cool. Hein, enfin voilà quoi. À la rigueur, parce que le ridicule ne tue pas. Et parce que le ridicule rigolo. ne tue pas, donc à la rigueur ça me dérange moins, mais quand c'est vraiment pour se moquer des gens, je trouve ça un peu dommage. Quoi. Voilà. Je pensais même pas que c'était ça en fait à l'origine. Ça me serait même pas venu à l'idée. J'étais voir un article de Vox, du coup, d'une meuf qui était de retour dans sa campagne. Donc c'est une journaliste qui était de retour dans la campagne dans laquelle elle a grandi. Et il y a sa grande tante qui lui avait dit ça. Ouais, j'ai vu dans les villes, ils font des concours de pulls moches. Et elle trouvait ça triste, quoi. Et puis la meuf qui était de retour dans son pays, donc a commencé un petit peu à dire oh non mais t'inquiète pas, c'est juste rigolo. Puis en réfléchissant au truc, elle s'est dit ah mais c'est vrai que ça confirme un peu ce qu'elle me disait que c'était triste. Bon, ouais.
Ouais, Après, non, mais quand on emporte comme ça en mode un peu premier degré, c'est pas très grave. Ouais, moi je trouve pas ça triste spécialement de base. Mais... Non, parce que je suis sûr que dans les Je vois pas le campagnes, côté triste, j'avoue. dans les campagnes, ils ont tout ce qu'il faut pour se foutre de la gueule de citadins aussi, qui savent pas à quoi ressemble une poule. Bon. Ouais, c'est vrai. Ou Obi-Wan Kenobi. Quoi. Il va pas me lâcher le salaud. Très bien, bah merci mon bon mollusque. Et bah écoutez les gars, ça fait du bon d'être maître du temps parce que là on est bon là, on peut enchaîner sur les recos. Ouais, mais Le mec tu se nous sent as mis la congratule, pression quoi. aussi avec la. Si ça t'embête pas, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien poursuivre un tout petit peu sur le sujet. Franchement, t'es horrible. Ah, ça fait du bien de vous mettre la pression, ça vous que bouge un peu, bande de connards. Parce que le maître du temps, il nous a tellement torché le cul là qu'on a même pas eu le temps de digresser un petit peu avant ou avant l'intro ou en conclusion. En fait, Ouais, puis ça va être était au l'épisode le papier plus vert, chiant parce qu'on va l'enfoiré, pas parler de trop de trucs à côté, il va être relou quoi. Ah, mais il y a un... Ça va être l'épisode le plus nul en fait. Non, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que il y a quand même une notion mère à tout ce dont on vient de parler en fait. C'est quoi? On parle de Noël et on parle de pop culture et à aucun moment on évoque Coca-Cola, qui est juste à créer, mais de toutes pièces. Non mais non. Attends, Le Père qui a Noël créé de toutes pièces. Non, Les ours polaires. l'imagerie qu'on a aujourd'hui du Noël américain. C'est ça que je voulais dire. Ouais, évidemment, truc très marketing, Coca a pas Coca a pas tout créé, mais Coca a créé l'ambiance et tu sais les codes couleurs, tout ça, c'est Coca hein, clairement. Hein. C'est eux qui ont quand même défini le style du Noël américain, tu sais, rouge, blanc, vert, comme ce dont je parlais tout à l'heure, et qui mine de rien a voyagé un peu partout. Tu penseras à mettre tes sources pour une fois, Pedro? Pauvre con. Parce que là, non, mais ça m'intéresse vraiment. J'ai envie de voir les sources là-dessus. Il a rattrapé. Putain. Donc, on a décidé qu'on allait se balancer des fions jusqu'à la fin de l'émission. C'est Noël, hein, c'est cadeau. J'irai chercher ça et je te le mettrai dans ton gros pif. Allez. Je le prendrai avec plaisir. Mais je me dis, juste pour conclure, c'est quoi votre film que vous avez envie de regarder quand c'est Noël, quoi? Le film. Ah, j'en ai pas, moi. C'est pas spécialement qui parle de Noël, mais celui qui va revenir vers vous de base. Pas forcément le film de Noël, mais un film que t'aimes bien regarder. Ouais, un film que t'aimes bien regarder, que quand ça arrive Noël, t'as envie de le regarder en fait. C'est pas spécialement... La classe américaine. Vous avez... Toujours ça marche tout le temps. J'ai pas forcément d'idée comme ça, mais de base c'est plutôt un film en mode réconfortant. Tu te mets sous la couette et ouais. Un boulard, quoi. Ça roule, quoi. Un bon boulard. Moi, je pense que c'est un... Emmanuel 15. Emmanuel le 15e, c'était le meilleur. Moi, c'est n'importe quel film avec Macaulay Culkin, mais je pense, Léo Malone, j'en parlais tout à l'heure, mais sinon Richie Rich, on en parlait l'autre jour aussi avec mon coloc. Richie Rich, c'est tout à fait le genre de truc que je connais pas. À revoir adulte, je sais pas, Richie Rich. Je sais pas, j'ai peur que ça me fasse comme la course au jouet, quoi. Ouais, j'ai peur que ça te fasse ça. Tu sais quoi, on va le regarder. En tout cas, Léo Malone, c'est sûr et certain, tous les ans, je me l'ai fait. Tous les ans. Oh, t'as du courage quand même. Oh non. Ouais, moi c'est trop bien. Faut arrêter de s'imposer Par ça. contre, on est d'accord que le 1 et le 2, c'est le scénario est alors, il est identique. Ils ont trouvé une formule qui marche et qui rapporte pareil, du pognon. Et à la limite, du coup, moi, c'est vrai que pendant très longtemps, j'avais vu le 2 sans avoir vu le 1. Quand je l'ai vu, je fais, vas-y, c'est pas terrible. Et en fait, en grandissant, je me suis dit, non, c'est l'original, c'est l'autre qui est pas terrible, en fait, qui a tout pompé, quoi. Non, parce que t'es un grand fan de Donald Trump, c'est pour ça aussi. C'est ça. Ah oui, c'est vrai qu'on voit Donald. Ouais. Ah oui. On voit Donald. Il est dans le deuxième. Dans le deuxième. Ouais. Et moi, non, franchement, côté nostalgie, moi, en fait, c'est vraiment, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est Hook. Je peux le regarder, ça me fait vraiment la nostalgie de Noël, quoi. C'est vraiment le truc. Ouais, c'est vraiment le genre de Williams, film, le genre de film un peu doudou, quoi. Trop bien, quoi. Ouais, complètement. Gros blanc aussi quand on était petit. Bon, moi, sans surprise, c'est Gremlins, hein, mais... On l'aura compris. Pourquoi t'en as pas parlé? Ah oui, alors c'est bon, je vais recommencer à en parler. Gremlins 2 maintenant. Oh merde. Angelo, on devrait plutôt lui demander ce qu'il aime manger pour Noël. Moi tout, hein. Tout ce qui bouge, sauf tant qu'il n'y a pas de raisin dedans. Ouais, tu peux nous parler de tout ce qui est fruits secs? C'est ça, tant qu'il n'y a pas de raisin et de légumes verts, moi c'est bon. Hein. Et donc de la merde, pas de paquet de 10 comme t'as demandé ton daron. Exactement. Même la merde, pas de paquet de 10, je peux en manger. Merci, Mollusque. Tant qu'il n'y a pas de salade. C'est là que je voulais aller. On enchaîne avec les recos et vous avez peut-être des choses à recommander pour les auditeurs avant qu'on se quitte?
Ouais, alors Vas-y. moi je pensais, j'ai relu récemment L'étrange vie de Nobody Owens. Je vous fais rapidement un pitch, mais en gros c'est un enfant qui échappe de peu à l'assassinat, donc ses parents se font assassiner par un criminel qui s'appelle le Jack. Donc l'enfant échappe in extremis et va se faire adopter par des fantômes dans un cimetière et avoir pour précepteur un vampire. Et donc il va grandir et puis il va être poursuivi par le Jack. Donc j'en dis pas plus. Si le pitch vous dit quelque chose, c'est que c'est une réécriture assez cool de Neil Gaiman d'un petit bouquin qui s'appelle Le Livre de la Jungle. Voilà, donc ce qui me permet aussi de vous recommander. Je connais pas. Rudyard de Rudyard Kipling, ouais. Donc ça me permet de vous recommander aussi ça. Lisez les deux, franchement, ça déchire quoi. Très bien. Et c'est super bien écrit, un vrai bel hommage quoi. Donc voilà. Oui, il y a une belle. Allez-y. Et toi, Pedro, une reco? Je viens de finir le Mandalorian, donc ah oui, c'est vrai. J'incite la saison 2. J'incite tout le monde à aller le voir. Ne spoil rien. Je spoil rien du tout. Faut que je mette la deuxième saison. Je suis prêt à le regarder. Je spoil rien du tout, mais vraiment top. Ouais. Rien à dire. C'est le contenu le plus propre que j'ai eu l'occasion de voir de Star Wars. Ouais. Et puis Star Wars vient d'annoncer 10 séries dérivées. De l'univers. Non. Alors, si c'est de la 10 objets culturels. 10 objets culturels, parce qu'il y a des films. Il y aura des films, il y aura des séries, il y aura des séries animées. Sur le tas, il y aura du acheter, mais il y aura un ou deux trucs forcément dans le même état d'esprit que le Mandalorian. Je vous conseille de regarder ce qui va être dirigé par Jon Favreau, je pense. Ouais. Il y en a deux, il y a 2-3 projets. Juste un truc à dire sur Mandalorian, vite fait, l'aspect cinématographique de cette série qui fait qu'elle est vraiment tellement propre. Enfin, elle est belle. Enfin, c'est beau à regarder Mandalorian. C'est vraiment, pour moi, rien que ça, c'est original. C'est très très beau. Et la technique est ouf aussi. Ah ouais, c'est vraiment, enfin ouais. Carrément. Et sinon, voilà, donc ça, c'est un peu obvious. Et juste un tout petit coup de pub très rapide pour un copain qui fait un super podcast, alors qui parle de foot et notamment du Stade Rennais, les gars. Donc ça va pas forcément vous intéresser, mais c'est un podcast qui s'intéresse vraiment aux supporters et aux gens, à tout le monde, quoi. Peut-être qu'un jour j'y passerai, j'aurai peut-être la chance d'y passer, ou des copains à moi. Bref, en tout cas, c'est un mec qui fait un format très très sympa, qui est très rigolo. Et même si on n'aime pas le Stade Rennais, on peut aller l'écouter. Ça s'appelle La Causerie des Rouges et Noirs. Et en plus, c'est un mec qui a pas mal bourlingué, qui est très cultivé et qui adore le slip. Donc c'est avec plaisir que je lui fais un petit coup de pub. Voilà. La Causerie des Rouges et Noirs. Juste un truc rapide sur Disney+, 25 décembre, le dernier Pixar sera en streaming sur le 25 au SAR, le dernier Pixar qui sera sur la musique. Donc voilà, ça va poutrer. Ouais. C'est classe de leur part. Il va sortir ou il sera déjà sorti au cinéma? T'es sûr de toi là? Il sera sur Disney+. T'es sûr de ta connerie? On a vu la pub tout à l'heure, et il a l'air trop bien. Ouais. Ce sera un stream direct en fait. Voilà. En gros, tu démarres pas à l'heure, t'es foutu. Ah, en stream direct. Et ah oui, d'accord. Oui, d'accord. On t'écoute. Je crois qu'il le mettait dans le catalogue, c'est pas pareil. On t'écoute, Chacha. Alors du coup, je vais commencer. J'en ai un petit rapide, un petit podcast d'un pote qu'on connaît, enfin. Vous connaissez tous, À boire ou je tue chien. Franchement, c'est cool, ça parle de cocktail et tout. Que notre ami Pedro fait, non, c'est super cool. C'est gentil. Ah, mais parce que je trouvais ça drôle. Non. Et sinon, bien sûr, faut vraiment aller écouter, c'est cool. Et non, moi, dans mon marathon, j'essaye de voir les 100 premiers films les mieux notés de IMDb. Ouais. Je suis tombé sur un film que je connaissais même pas de nom, qui s'appelle Dangal, D-A-N-G-A-L, qui est un film indien. Merde. Donc, j'y suis allé et j'avais un peu peur. Ouais, tu m'étonnes. Mais non, franchement, magnifique. Un film, mais je comprends pourquoi il est dans les 100 premiers. Ça, c'est la biographie. Alors, du coup, j'ai cherché le nom tout à l'heure parce que de Mahavir Singh Phogat, qui était un ancien lutteur et qui avait comme rêve d'avoir la première médaille d'or de lutte pour l'Inde. Ouais. Et il a pas pu l'avoir. Et après, il a espéré avoir un fils pour pouvoir lui apprendre la lutte et qu'il devienne ce grand champion. Il a eu que des filles. Et du coup, en fait, il a quand même entraîné ses filles pour les emmener jusque-là. Après, et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que c'est très dans le social, la vie de famille, les liens entre femmes et hommes en Inde et tout. Il y a le côté culte, la honte d'avoir ces filles qui font du sport et qui sont pas habillées comme des indiennes bien habillées et tout machin, maquillées, et on leur coupe les cheveux et tout machin. Et derrière, tout le lien social entre les pères, la fille, et un super beau film sur le sport, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le sport en général. Et même la lutte, moi je me suis dit, la lutte c'est de la merde. En général, quand je les vois au JO, ça me casse les couilles. En vrai, c'est pas le truc que j'aime bien. Mais c'est tellement bien raconté, c'est que après t'as envie de tout apprendre sur la lutte. Tu t'y intéresses? Ça donne vraiment très envie, donc c'est... Tu t'y intéresses à fond, c'est vraiment bien expliqué, l'histoire est vraiment cool. Franchement, à regarder quoi. Il est je sais plus, il est 2016 le film. Et franchement, allez-y à fond. C'est vraiment trop cool. Si ça donne envie, c'est que c'est bien fait trop du coup. Et toi, Pépé?
Ouais. Yes, alors moi les recommandations c'est un peu comme les cadeaux de Noël, je m'y prends au dernier moment et je panique au moment de devoir choisir. Turbom. Non, en fait je pensais à chercher une BD qu'on pourrait offrir aussi bien à des enfants qu'à des adultes. Je sais pas si je l'ai déjà recommandé, c'est possible. C'est Le Château des Étoiles. Ah, on en a déjà parlé, je sais. Angelo, t'en avais parlé. On l'a peut-être déjà évoqué, mais alors du coup, si vous cherchez une bande dessinée, quel que soit l'âge de la personne, tout public. Le Château des Étoiles d'Alex Alice, c'est vraiment tout public. Ça fait rêver, ça fait voyager. En plus c'est des aquarelles magnifiques. Mais on en a peut-être déjà parlé. Mais c'est pas, enfin, t'as le droit d'en reparler, Pépé. Ouais, bah du coup j'en reparle. Et du coup, donc ça c'est à chaque fois c'est édité sous forme de journaux. Et après il y a les intégrales qui sortent. Moi je vous déconseille les journaux sauf si vous voulez absolument connaître l'histoire dès que ça sort. Mais dans une bibliothèque c'est pas joli, c'est vite abîmé, c'est relou. Moi je les ai tous revendus mes journaux pour me réacheter les intégrales. Il y a 3 éditions. Là on en est à en plus t'as plusieurs éditions. Là on en est à 5 volumes. J'attends le 6e parce que là c'est des cycles, on est sur le 3e cycle. C'est ça. Donc voilà, peut-être non, ça va pas Le sortir. premier cycle c'était la Lune, le deuxième c'est Mars et le troisième à venir sera Vénus. Yes. Et faut juste rappeler que c'est une sorte de steampunk parce que c'est lors de la période des découvertes, donc début 20e siècle, et il y a ça rappelle en fait le contexte justement des grandes puissances européennes qui font un peu la course à l'armement à cette époque. Bah là maintenant c'est la course pour les étoiles en fait, c'est le colonialisme stellaire on va dire. C'est même 19e, hein, fin 19e. Steampunk. Pourquoi j'ai l'impression que t'es en train de t'auto-préparer un pont d'or vers ta recommandation, toi? Alors, je pense que tu confonds avec cyberpunk, qui sont deux choses différentes. Ah, mais on est bien. Justement. Merci, je suis pas complètement con, enfin, il y a punk dans les deux, non? Mais non, mais c'est quand même un steampunk dans le style cyberpunk. Bah non, normal. c'est pas de la machine à vapeur. Bah non, oui, steampunk c'est justement les créations et la vapeur. Ouais, mais pas. Ouais, oh, les mecs, vous confondez tout, quoi. C'est Jean-Michel à peu près est de retour. Vous êtes vraiment à l'approximation, quoi. Il n'empêche que vous avez bien compris, quand même. Oui. Allez, ta reco. J'hésitais à le faire parce que, c'est Steampunk de 1877. Steampunk 1897. Oui, non, Cyberpunk 2077. Alors moi, il faut que je dise sur quoi j'y joue, en fait. Moi, j'y joue sur la Xbox One X. Mollusque, lui, il joue sur Stadia. Donc apparemment, on a les versions les plus stables, nous. Et en fait il y a énormément de hype qui a attiré énormément de haters parce que du coup il y a eu beaucoup d'émulation qui est retombée à cause des bugs, à cause justement du manque de stabilité du jeu. Apparemment il a même été retiré du PlayStation du PS Store parce que du coup Sony et du Xbox Store aussi. Non, il est pas retiré. Microsoft rembourse mais il ne le retire pas le jeu du catalogue. Mais ah oui. Sony l'a fait justement parce que trop de joueurs demandaient un remboursement. Donc c'est pas par empathie envers les joueurs, hein, c'est avant tout financier. Parce que je me demandais pourquoi ils faisaient pas ça pour Electronic Arts ou Bethesda, mais bon. Du coup, juste pour dire que en fait, c'est violent pour Electronic Arts quand même. Ouais, bah, juste titre. Mais juste pour dire que, oui, malgré tous ces défauts, en fait, il faut pas oublier le fait que ça reste un putain de très bon jeu. Enfin, que en termes narratifs, c'est incroyable, en termes de vision, en termes d'immersion. Oui, c'est pas le Witcher 4, mais c'est pas parce que c'est pas Witcher 4 que c'est pourri. Et c'est ça que j'aimerais en fait mettre les choses à plat. En fait, il y a un juste milieu là-dedans. En fait, il y avait trop d'attentes. Moi, j'ai l'impression que le principal reproche qu'on leur fait, c'est que en fait, plutôt que d'avoir encore repoussé un petit peu pour sortir un truc un peu plus propre, ils ont préféré prendre qu'un seul mois ou 2 mois. Ils sont victimes de l'optimisation et le fait que les gens puissent pas y jouer. Ils sont victimes de leur communication aussi. Hein, c'est surtout ça le problème. Ils ont beaucoup vendu le truc. Du coup, il fallait bien l'avoir de près pour Noël. Quoi. Ils l'ont marketé pour PS4, hein, donc à un moment donné, ils sont responsables de leur propre erreur. Mais je pense que, oui, ils sont victimes de leur com, mais un peu maintenant comme tous les développeurs de toutes les grosses boîtes. Enfin, il y a les mecs qui développent et puis t'as les commerciaux qui veulent faire sortir le jeu, qui créent de la hype et du coup, quand c'est pas en adéquation, ça fait Cyberpunk 2077. Wow, mais du calme avec ma profession, du calme. mais voilà, tout ça pour dire que malgré tous ces défauts, et de toute façon ces défauts, ils sont forcément voués à s'atténuer au fil du temps, avec les patchs. Et voilà, il faut pas oublier que c'est un putain de jeu et là où je suis rendu, c'est incroyable. Mollusque qui est rendu beaucoup plus loin que moi
Et c'est une putain de claque. Enfin, voilà, je suis désolé, ça reste une putain de claque. Voilà. Allez-y. De toute façon, je pense qu'on y jouera tous à terme. Moi, Oui, j'attends un petit peu d'avoir c'est ça. mieux me rééquiper puis que les bugs soient passés. Clairement, je suis pas un grand fan du cyberpunk. Est-ce que il faut aimer le cyberpunk pour apprécier ce jeu ou ça peut être un pied d'entrée dans l'univers cyberpunk? Le cyberpunk est présent là-dedans parce que tu vas avoir de l'équipement intégré à ton propre corps. Bah, puis tous les codes ils sont du cyberpunk, l'hyperconsommation, le méga corporatisme. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit bloquant pour jouer. Si t'aimes pas trop l'univers, tu peux le voir comme un GTA futuriste. D'ailleurs, c'est. Ah si, j'ai vu quand même un reproche qui était fait au jeu par beaucoup de gens. C'était le côté un tout petit peu ridicule d'avoir foutu des godemichés dans absolument toutes les pièces du jeu. Alors, alors moi, j'en ai pas vu tant ouais, que voilà, ça, déjà d'une non. Je suis pas à la recherche. Ouais, et de peut-être que j'ai deux, la chance. je trouve ça étrange ce sursaut de bienséance en fait, et le fait aussi que des gens demandent à CD Red Projekt de se justifier. Enfin, depuis quand on se justifie pour une création artistique? Voilà. Et ben. On va se quitter là-dessus, les enfants. On va souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tous. Ouais. De toute façon, on est le réveillon de Noël normalement quand l'épisode sort. Donc, et oui, bon réveillon à vous. Écoutez-nous en famille. On vous souhaite bon réveillon à ceux qui. Bon courage à ceux qui pourront pas voir leur famille. Ouais. Voilà aussi. On vous souhaite une excellente fin d'année et surtout une excellente année 2021 à venir. Ouais, ce serait pas mal. Ouais. En même temps, elle peut être que excellente s'ils nous écoutent. Enfin, franchement, clairement, voilà. J'ai pas le vouloir, mais ça me paraît logique. Ouais. On vous souhaite plein de pulls de Noël Doom et on vous souhaite un débit internet qui soit très solide pour écouter tous nos épisodes. Je le rappelle plusieurs fois sur toutes les plateformes pour bien booster. Et surtout, en vrai, je voudrais donner un dernier conseil, mais en vrai. Partagez à fond si les gens, parce que oui, notre meilleur pub. On le dit pas. Partagez-nous, abonnez-vous à notre podcast et partagez-nous. Voilà. Putain, les marchands de tapis quoi. Si vous nous aimez bien, vous nous conseillez aux gens que vous aimez bien. Si vous ne nous aimez pas, vous nous conseillez aux gens que vous aimez pas. Voilà. Et on a un code. Si vous mettez l'autre code pour NordVPN, vous avez une remise. Non, pas du tout en fait. Je dis trop de la merde. On fait gagner le pull Doom de Noël de Molus qui ne le sait pas encore. Bah non, je voulais bien, attends. Je fais au moins le réveillon avec, et puis après je verrai à qui je le donne, si je veux bien le donner. Bon allez, et puis juste un dernier petit conseil pour les auditeurs, je voulais vous dire, si votre climatiseur ou votre machine à laver saute, si votre magnétoscope tombe en panne, avant d'appeler le réparateur, allumez toutes les lumières, ouvrez les placards et regardez sous tous les lits. Parce qu'on ne sait jamais, il se pourrait qu'il y ait un gremlin chez vous. Juste la dernière réplique du film. C'est la dernière réplique du film. Allez, des gros bisous. Salut. Ciao. Salut. Des gros bisous. Salut. Et joyeux Noël. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze. Y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout. Je suis censé éliminer une mission. Faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Le dame choco. Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Hasta la vista, baby.